On aura un petit peu. Je laisse un peu la musique quand même pour l'enregistrement parce que c'est cool. Voilà. Allons voir Twitch. Adermat, salut. Salut à tous. Salut à tous, ici le Fossoyeur. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'avais pas vu. Bonjour à toi, monsieur. Ou madame. Qui que tu sois. C'est ça. Don't bother now. Je vais avoir du mal. Ah bah oui, forcément. C'est vrai, c'est vrai. Parce que sinon, mes verres tombent et ça me pète les couilles. Pardon. C'est vrai, c'est Je vais vrai. quand même mettre Sleep Seas. C'est tellement pas dire. Parce que cette musique est cool aussi. Je Allez. t'en veux pas. Je t'en veux pas trop, ça va. Salut, salut, salut. Et aujourd'hui... Ah. Non, c'est bon. Aujourd'hui, on va parler... Eh bien, comme vous pouvez le voir derrière... Cowboy Bebop. Faut pas que je me fasse non plus C'est trop Nexus 6. ça va être... Par contre, un petit truc, Oui. tu pourrais arrêter la capture d'écran parce que ça ralentit à mort ce que je reçois Ah, ouais, d'accord, de très toi en fait. Enfin, le partage plutôt. Oui, le S'il te plaît. Hop. Merci beaucoup. Tant pis, tu ne verras pas ce que je vois. Ah si, parce que j'ai mon téléphone. Ah, d'accord, très bien. Et Très bien, très bien. Eh ben écoute, nous allons de ce Bref. pas. Bienvenue sur le Queen Amman, c'est l'émission du live qu'on parle cinéma et pas de gâteau, malheureusement. C'est un peu dommage. On se connaît que dans un domaine. Et vous disiez, enfin, pourrait se dire pourquoi le Queen Amman, pourquoi précisément il y avait Chirac, et pourquoi ci, pourquoi ça, Oui, pourquoi la les mort, lunettes, pourquoi tant de choses. Eh bien, il y a des choses qui doivent rester dans l'ombre, rester inconnues, voyez-vous, pour le mystère. Voilà, pour tout le spectre de l'inconnu, le frisson du noir. Frisson du noir. Je reviens Je juste 2 manque secondes. des synonymes. Voilà. Hop là. Bon bah écoute, on va pouvoir directement passer. Hop là. Ah, me voici. Ou C'est pas. parti. Ah ah ah. Tiens non. Dis donc. Pourquoi Je bois des vos larmes. points. Je bois tes larmes. Il y avait tout de même arrêté la musique. Hop là. Voilà, ce que je voulais faire, c'était surtout me montrer. Et pour me montrer, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle... Eh bien... Qu'est-ce qu'on fait Greg, quand on veut se montrer? Je sais pas, moi. Ah, on se montre. Non, je lance. Oui, tout à fait. Un peu. Oui, c'est vrai. Et je voudrais remercier aussi Tudual pour ce magnifique logo. Et je déconne pas, il est vraiment génial. Salut, Jess. Et ma sœur qui est actuellement avec nous. Bonjour. C'est Bonjour, Jessica. Bonjour. Oui, Comment bonjour, allez-vous? je suis actuellement la tuyauterie. Bonjour, je suis le plombier. je viens réparer la chaudière. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on... Wesh. Bienvenue dans une intro beaucoup trop longue. Oui, bienvenue dans une J'espère intro que vous allez bien. qui a duré 3 milliards d'années. Par contre, je ne comprends pas. Mais c'est pas très grave, on ne me Et voit pas. en fait, c'est pas très grave. on a menti sur le live de 2 heures, il y aura genre 1h30 de préparation. En fait, voilà. Et ensuite, on parlera 1h30 20 de minutes préparation de pour, Watanabe, de Kabizop. C'est ça. Voilà. Donc, pour l'instant, Il mon faut. ordi tient le coup. Pas pour longtemps. c'est le pauvre PC qui a Je demandé. crois en lui. Je crois en lui. Croyons en lui. Tuez-moi. Tuez-moi! Ah là 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 là. Bon, tu as ton petit thé.
Mon burrito fraise. Excusez-moi. C'est pas mal non plus, hein, en soi. Je bois le- des menstruations. Oh. Je tenais pas à savoir ça. Je pense que sûr que ça a le même goût, tu vois. Je tenais pas à savoir ça non plus. Je tenais C'est- pas à savoir ça. Je tenais pas à savoir ça. Ah là là là. Bon, par contre, ça me fait quand même un peu chier de pas voir ma jolie face. Mais tellement narcissique. Je veux me voir, je veux me voir. Bizarre tout de même. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait tenté une approche. Bah, ouais. Essaye de meubler Ah. jusqu'à avoir un truc. Coucou. Salut. Salut. En chantier. Non, Je m'appelle Teus. en chantier. Ah, t'es un petit rigolo, toi. Ouais, j'ai fait à l'école du rire, mais j'ai redoublé la première année. Ouais. Évidemment. Évidemment. Mais j'ai C'est, beaucoup appris. Ah là, ça part tellement bien. Puis on s'en fout un peu. Du moment que je peux montrer des images et surtout t'entendre, c'est le principal. C'est vrai. Il en faut peu pour être heureux. Oui. Est-ce que tu peux reparler? Patate Ah non, c'est bon, douce, j'ai eu peur. J'ai cru que j'ai cru Ouais, que l'audio s'était arrêté. J'ai eu c'est peur. pareil, moi aussi, je suis vraiment terrifié par les patates douces. Enfin, c'est ma phobie, c'est mon trauma, tu vois. T'as un gros trauma Ah, je qui, sais, qui persiste. patates. Alors, on meuble, là, on meuble. C'était parce la qu'on- Commodore. C'était la Commodore. 504. La Commodore. C'est un peu ça. Ah là là là, en plus je suis enrhumé. Magique. Alors on avait dit les bruits de succion, hein, tout ça, c'est... J'ai soif. Moi aussi j'ai soif, mais ne t'en fais pas. Après tout, ne suis-je pas Gaspard Savoureux? C'est vrai, c'est vrai. Attention, ton mail n'est pas. Enfin bref, j'ai pas les phrases en tête, mais quand même un épisode pilote, même juste 3-4 épisodes d'une série à la con sur des mails et tout, sur les facteurs, ça le ferait tellement quoi. Plus avec Usul, Réal Miop et Joueur du Grenier et tout. Ça serait vachement Oui, charmé. bon Je sais voilà, pas, ça serait charmé. Voilà. Ça serait charmé, comme on dit. Ah là là, je Dans- affiche un peu ta face. Dans le milieu. Oui, Mais moi ça ne servirait à rien. Je vérifie sur les autres choses. Si nous n'avons point d'autres choses, cela ne veut absolument rien dire. Bon bah écoutez, hein, je crois que ma petite face, à moins que je tiens quand même à prendre un minimum de temps pour savoir. Prends ton temps aussi. Ah. C'est très bien. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Du moment que vous m'entendez, c'est le but. Et on perd de plus en plus d'audimat. Mais on s'en fout. Alors, je sens que ce live va être un peu moins. Trêve de mondanité. Trêve de mondanité. Trêve de Est-ce que je mondanité. vais arrêter de parodier tous Les les youtubeurs youtubeurs, que je c'est connais un peu. Je ne pense pas, tu vois. Je ne sais pas. Alors, Je ne m'arrêterai jamais. alors. Eh bien, bienvenue. Eh bien, voilà. Bienvenue dans cette troisième édition, troisième épisode de live concerné par le cinéma. Et aujourd'hui, on s'attaque à pas n'importe qui. La première fois, on s'était arrêté sur Terry Gilliam. Deuxième fois, on s'était arrêté sur Sam Raimi. Et aujourd'hui, nous allons présenter Notre dieu. notre dieu, je ne sais pas, mais un très bon un très bon maître de l'animation et ayant fait plusieurs séries ayant toutes marqué leur époque. Mais je me posais une question. Est-ce que c'est lui qui anime ou c'est lui qui réalise? C'est lui qui réalise, à mon avis. Ouais. Finissons de le présenter. Eh bien, C'est aujourd'hui, nous allons parler de Shinichiro Watanabe. Alors, oui. Alors, je vais quand même mettre une petite tête de lui, histoire d'avoir un peu voir sa gueule. C'est quand même
un petit peu le principe de base. Voilà, on prend cette belle bouille où il a l'air d'un tueur en série. Il a tout le temps l'air d'un tueur en série. C'est vrai. Mais de toute façon, les photos prises avec un visage neutre, t'as l'impression que tu sors de prison, quoi. Ouais, un petit peu. Ouais. Alors, allons voir dans les photos. Là. Voilà. Elle est un petit peu floue. On s'en bat les couilles. Dehors. Voilà. Le Commodore 64. Voilà, et aujourd'hui, on va parler de ce monsieur. Alors, Garrick, peux-tu nous dire, mais pourquoi une telle personnalité, hein, je veux dire, pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Ah ouais. Eh bien, Jamie, j'en ai aucune idée. Enfin, ouais, c'est l'une des personnalités. C'est étrange parce que je pense qu'en fait, ça va toujours être la même chose. Ce qui est marrant, c'est qu'on va toujours dire, pour un truc précis, aller voir sur Wikipédia ou d'autres sites, ou même la vidéo du Fossoyeur et Nexus, ou sinon on va dire ouais que c'est un auteur, que c'est pas juste divertissement, blablabla, mes couilles. Mais bon, on va le faire quand même. Parce que, j'ai un attachement assez particulier, surtout à Watanabe, et surtout à ce qu'il a fait sur Cowboy Bebop. Parce que, sincèrement, c'est comme si en fait t'achetais un vieux vinyle avec 26 morceaux dessus. Il y a 26 épisodes. Et ces épisodes sont très reliés à la musique. Par le titre, par l'omniprésence monstre de la musique, qui touche surtout au jazz, et surtout, au bebop. C'est, il y a le jazz, il y a une façon de faire le jazz avec des codes très très stricts, etc. Et le bebop, c'est une manière de s'émanciper, de jouer plus librement, de permettre aux musiciens de jazz de jouer avec plus de fougue, de folie, vois-tu, et de s'affranchir des codes donnés très très stricts du jazz. Un code, c'est par exemple une façon de faire. Et imaginons les films d'horreur, c'est les films les plus codifiés du cinéma. T'as forcément, dans le monde du slasher, t'as un ennemi très, très mystérieux, genre la femme avec n'importe quel objet qui peut tuer la victime. Il y a aussi une fille genre qui survit à la fin. Voilà, Halloween, Alien vs Predator, Requiem, enfin bref. Mais il y en a une chier de films d'horreur, c'est très très dur de se renouveler parce que les codes sont tellement serrés du cul que finalement en fait t'as déjà fait le tour de tout ça, quoi. Enfin bref. Du coup, Cowboy Bebop, je trouve ça génial parce que, ça te surprend et ça te prend par la main avec la musique. Ça fait des envolées de taré. Ça dure 26 minutes, mais chaque épisode est indépendant des autres, en fait. Comment on appelle ça, merde? J'avais réussi à te le dire pour Space Dandy, c'était une série anthologique, c'est ça? Oui, c'est une série anthologique. Du coup, en fait, tu peux regarder le premier, le 12e, le 28e. Enfin, il n'y a pas de 28e. Mais t'as compris le truc. En fait, le vrai fil rouge, il vient du premier au dernier. Tu vois, c'est comme si en fait tu jouais à Skyrim ou à n'importe quel jeu qui vient de Bethesda, en fait. T'as en fait une trame principale, mais le jeu il a 30-40 heures d'espérance de vie, en fait. 30-40 heures de jeu, parce que t'as plein de quêtes annexes, etc. Et Spike, le protagoniste de Cowboy Bebop, il a une trame principale, c'est trouver l'antagoniste qui s'appelle Vicious pour faire sa revanche, en fait. Et là encore une fois, quand tu parles de revanche, dès que t'entends revanche, ce mot en fait c'est genre maudit. Parce que les histoires de revanche t'en bouffent tellement dans ton cul, constamment, encore et encore et encore et encore. Mais ce qui est cool dans Cowboy Bebop, c'est que ça traite, d'une philosophie qui m'est assez proche, c'est l'existentialisme et le nihilisme. Ça c'est plutôt cool. C'est la recherche de sens de ta vie, enfin... Bref, c'est des trucs super gays, quoi. Et ça le traite d'une manière, plus stylisée et plus accessible. Le premier épisode, il a une mélancolie de taré, quoi. Avec la musique, avec la couleur bleue omniprésente, avec les flashbacks. C'est comme si Spike, en fait, était spectateur de sa propre vie, en fait. C'est comme s'il était juste un cadavre ambulant et il a juste un truc en tête, c'est retrouver l'homme qui a gâché sa vie, qui a gâché son amour. Littéralement. Et voilà, quoi.
C'est plutôt beau. Donc, du coup, l'histoire, juste très très rapidement, après je vous laisse à Monsieur Draillet. L'histoire, ça raconte comment dire, l'histoire du vaisseau, du Bebop, qui est composé de Faye Valentine, de Jet, de Spike, de Heinz, le chien, un Corgi d'ailleurs, super Corgi, et Corgi. aussi de Ed. Ouais. Un Corgi. Merde, Corgi. Non, je suis chiant, mais vas-y. Et de Ed aussi, c'est un mec ou une femme, enfin qu'importe. C'est une femme. C'est un gosse. En fait, J'ai bien vérifié femme. que c'est une femme. Enfin, une petite fille. Donc, C'est une femme alors. bah, vous allez En tout voir, cas, je vais mettre c'est une. pas très très visible. À part si vous faisiez des recherches plus poussées. Bref, du coup en fait il y a tout cet équipage qui va vivre une vie de bohème en fait, qui va aller de quête annexe en quête annexe pour essayer d'aider les autres. Mais au lieu d'aider les autres en faisant des quêtes secondaires, on va dire, ils vont plutôt apprendre à se connaître eux-mêmes. Surtout, on va apprendre un développement de personnage pour des épisodes plus ciblés, pour Faye par exemple. Faye qui est une femme qui est en recherche d'elle-même, de ce qu'elle est, etc. Et il y a un épisode super intéressant, c'est vers le milieu, où il retrouve une vidéo d'elle très petite, et qui lui rappelle ce qu'elle était en fait, parce que, comment dire, elle a tué au sens figuré la fille qu'elle était avant, et bref, du coup ça soulève plein de questions super cool. Et du coup l'histoire c'est plus ça en fait, c'est un équipage qui vagabonde dans le vide intersidéral de l'espace et de l'existence, et aussi de la vie, de l'existence. Ça fait un parallèle super cool entre l'espace, le grand froid, l'inconnu total, avec toutes ces questions, et Spike qui sera à la recherche de l'homme qu'il déteste et de la femme de sa vie aussi. Voilà. Ouais. Non, mais c'est une bonne définition de Cowboy Bebop. C'est vrai que cette série, elle a un truc qui, si vous ne l'avez pas vu, c'est vrai que c'est forcé de dire les gens allez la voir comme ça, mais c'est vrai que cette série, elle mérite vraiment d'être regardée au moins une fois dans sa vie, parce qu'elle tend vraiment à réfléchir sur l'acceptation de la mort, sur l'acceptation de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on ne peut pas rattraper, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on est capable de faire après, ou ce qu'on n'est pas capable aussi. Du coup, elle traite ça d'une telle manière. Il y a beaucoup de choses qui effectivement la gorgent. Je veux dire, d'ailleurs, avant toute chose, on l'avait déjà dit en début, mais si vous voulez de la précision, allez voir le Fossoyeur de film. Il en parlera beaucoup mieux que nous. Mais nous, on avait aussi notre mot à dire concernant surtout cette série. C'est surtout par rapport... Pas content. C'est surtout... on va pas refaire la série, je veux dire, elle est ultra connue. Ou pas, enfin, je veux dire, elle a maintenant son statut culte. Elle est là encore pendant un petit bout de temps. Et en plus, là, on commence avec Cowboy Bebop, mais parce que c'est la première série déjà avec laquelle j'ai découvert Watanabe, comme beaucoup, je pense. Mais c'est surtout parce qu'on va commencer par celle-là, mais on va pas oublier, va falloir se rappeler qu'on va parler aussi de Watanabe. Donc, il n'a pas fait que Cowboy Bebop. On verra deux autres séries qu'il a fait, en tout cas les plus importantes. Et qui sont assez proches en fait. Qui sont assez proches et qui finalement se relient, et qui, je pense, en fait, je viens de me rendre compte, Gaëc, mais va bien définir notre le rapport qu'on a avec justement déjà les auteurs, mais aussi la théorie en elle-même des auteurs. Limite, on peut en faire une bonne description grâce à Shinichiro Watanabe, parce que au-delà d'être un auteur, qu'on n'arrête pas de le répéter depuis les lives, et d'avoir une personnalité, machin, un truc, un travail. 30 ans. Et ça fait que c'est une bonne. Il va nous permettre de je dis pas conclure, mais en tout cas de bien démontrer, et en plus de manière encore plus innovante, parce que c'est de l'animation japonaise, c'est qui va nous permettre de montrer à quel point la théorie des auteurs. Donc d'ailleurs, si je fais le parallèle, mais Gaëc, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la théorie des auteurs, parce qu'on a beau en parler, mais est-ce que tu pourrais nous donner une petite définition?
Comment dire, tu parles plutôt de ce que c'est être un auteur, c'est ça, non? Ah, je parlais de la théorie des auteurs, littéralement, ce qu'on fait référence, parce qu'on justement, je disais qu'on allait parler de l'auteur, mais je voulais démontrer le fait qu'avec Watanabe et ses séries, on va pouvoir démontrer les rapports qu'ils ont, et du coup, accentuer ce qu'est un auteur, mais aussi la base de la théorie des auteurs. Vu que tu la connais, est-ce que tu peux l'expliquer? Serais-tu capable de l'expliquer grossièrement? Je la connais sûrement, la théorie, mais j'en ai vraiment, j'en ai pas vraiment entendu parler, quoi. Enfin, je sais ce que c'est un auteur, ce qu'une personne par rapport à son œuvre, comment elle se projette sur ses personnages, et par là, comment en fait elle parle directement à toi, mais par le prisme d'une fiction. Mais la théorie des auteurs, c'est ça en fait, c'est ce qu'est être un auteur. C'est ça, hein. Juste une définition de qu'est-ce qu'un auteur en fait, là spécifiquement pour le cinéma, pour Watanabe ou Terry Gilliam ou Sam Raimi. C'est plus ça, non? Moi je te demandais juste si tu pouvais justement expliquer ce qu'est. C'est quoi en soi la théorie de. Qu'est-ce qui fait qu'un auteur, on appelle ça un auteur? Ah ok, d'accord. Qu'est-ce qui fait que. Bref. L'illustre François Truffaut avait dit un jour. Après, comment dire, une théorie, ou plutôt, comment dire, un pavé dans la mare, enfin bref. Une idée, ça vient d'une personne, d'un type de personne, d'un groupe, enfin bref, qui va le reproduire, on s'en fout. Du coup, François Truffaut, il avait dit à un moment qu'un auteur, c'est un mec, spécifiquement dans le cinéma, on va en parler, hein, qui va, traiter encore des mêmes thématiques, des mêmes thèmes, même une... Merde, je suis en train de... C'est bon. Ou même, tu vois, une certaine façon de voir l'image. Fincher, bon, c'est pas lui qui est directeur de la photographie, mais son directeur de la photographie, c'est le mec qui s'occupe de la lumière, de comment est rendue l'image. Et il rend une image très très verte qui est très de Fincher en fait. Dès que tu vois une image de ce type, tu te dis putain c'est lui quoi. Et je vais pas partir sur Fincher mais sur Cronenberg par exemple. Cronenberg c'est un réalisateur phare. Là j'ai pas envie de dire de date parce que moi l'espace-temps mais bref. Il a fait des films très classés sur le body horror. Le body horror en fait ça traite de tout ce qui est la mutation du corps, quand en fait le corps se moue, se déchire, se détruit pour se reconstruire, se dégrade, qui se putrifie et tout. Et Cronenberg, par exemple, imaginons qu'il fait un texte de français, un cours de français, il a une thèse, une façon de traiter d'un sujet, et il va, le démultiplier, non, plutôt le... Je perds le mot, mais bref. Imaginons qu'en fait, il y a genre un mot, genre noir, et avec ce mot noir, il a plusieurs façons de montrer comment la couleur est noire, comment démontrer que le sujet est tel qu'il est, avec plusieurs manières de le voir, plusieurs manières de se rapprocher de vous, de nous, et pour mieux appuyer son propos. Et Watanabe, il parle de la quête de soi, comment en fait ne plus penser au vide de l'existence. Il y a en fait un mot qui s'appelle The Void. C'est un trou béant de rien, de vide. Et c'est plus la peur de non-sens en fait. Il y avait Sartre qui parlait que l'être humain était un marteau. Enfin, en fait, Sartre avait posé comme question, comme idée, que pour le christianisme, l'homme est un marteau, il est un outil, il sert quelque chose. Dieu t'a créé pour une tâche, genre faire chier ton voisin, c'est une tâche comme une autre. Et pour les existentialistes, pour les nihilismes, même pour ceux qui sont dans l'absurdisme avec Albert Camus, c'est l'homme est là parce qu'il est là. Et du coup, ça crée un problème, c'est qu'on n'a pas de but en fait. C'est plus ça, cette philosophie, cette idée, cette pensée que traite Watanabe. Et François Truffaut en disant qu'un auteur est un auteur parce qu'il traite encore et encore et encore des mêmes sujets mais de façon plutôt différente, sinon ce serait le même film, Watanabe rentre dans cette catégorie. Voilà ce que c'est être un auteur. C'est genre traiter d'un sujet comme un cours de français, mais avec des images. Voilà. Merci. En soi, c'est ça. Je te le demandais pour que tu puisses participer, même si depuis tout à l'heure, c'est un peu toi qui participe grandement. Chacun pour l'ancien rêve, pour Sam Raimi, c'était plus toi qui parlais, je crois.
On Donc, parlait autant, chacun enfin, son peu importe, on va pas commencer à se dire si moi je Ouais, parle je vais plus ou bien. m'imiter. Je vais limiter mon temps de parole. Non, c'était Attention. c'était pour ce que je pense que tu pouvais mieux l'expliquer que moi. Après, je ne sais pas. Tout dépend. Donc, Bah, je connais à peu près je connais la façon de penser en tout cas. ouais, c'est ça. C'est une chose qui m'est très proche. En tout cas, le plus important, c'est que tu aies réussi à définir plus ou moins la théorie des auteurs. En tout cas, voilà. Mais pourquoi je voulais que tu nous dises la théorie des auteurs, c'est surtout parce qu'en fait, justement, donc on va pouvoir aborder pas une analyse, mais en tout cas une pseudo-analyse et ressenti émotionnel de ce que la série a pu nous apporter, en tout cas à nous deux, et comment on peut tendre aux gens de la regarder, parce que n'oubliez pas, on est dans l'émission Le Queen Amman, et le Queen Amman, qu'est-ce que tu me fais quand tu manges un Queen Amman, t'as envie de reprendre, donc c'est ça, on va vous gaver de références et vous torturer si vous n'allez pas les voir. Déjà, une part ou deux, ça porte lourd à l'estomac. C'est Donc, ça. la métaphore, la métaphore, analogie, c'est pas si cool que ça. elle est pas si mauvaise. Hein. C'est dans anal, analogie, Queen Amman, analogie. On part un peu loin. Freud, des moments. Oedipe, enfin bref, voilà. c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Alors, Cowboy Bebop, donc de toute façon tu l'as dit, c'est l'histoire d'un équipage qui parcourt l'espace, ce sont des chasseurs de primes qui parcourent l'espace à la recherche de primes, oh mon dieu, pour se récupérer du pognon, mais finalement ce n'est qu'une toile de fond pour développer des aspects beaucoup plus subtils et beaucoup plus existentiels, qui d'ailleurs vont baigner dans un univers très divers, bourré de références et surtout très brassé. C'est la même chose. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que il y avait l'auteur Watanabe, il traite souvent de mourir de faim, tu vois. Oui. Là, le Cowboy Bebop, ils sont souvent à la lisière de crever de faim. Samurai Champloo aussi, Space Dandy aussi. Oui, et dans tout ce qu'ils traitent, c'est fou. Genre, j'ai jamais connu la sensation de crever de faim, mais ça doit être horrible d'être à la quête constante de nourriture. Et ce qui est marrant, c'est que, comment dire, avoir faim aussi. Avoir faim littéralement, avoir faim de quête de soi. Enfin, chez Beau, il y a plusieurs rapports avec la faim. C'est ça. Quête, il aime beaucoup la bouffe. Une quête sans fin en plus, jeu de mots. Une quête sans fin. Tu vois, sans fin, parce que Bref. Je te laisse, je vais me vidanger le zizi. Bah écoute, va te vidanger le... Voilà, va te vidanger la chose. En tout cas, en attendant que Guéric parte faire son petit pipi, je voulais rebondir sur le fait que oui, on va dépeindre 3 séries, notamment d'abord Cowboy Bebop, comme je le disais tout à l'heure, et surtout que, vous allez voir que cette série, on va essayer de l'argumenter. On va voir que elle est quand même remplie de beaucoup de choses. Vraiment, c'est une série qui, d'une façon ou d'une autre, marque à mon avis les gens. Donc, marque profondément les gens, parce elle va être issue d'un brassage tellement divers, que ça soit musical, graphique, univers, références culturelles, pop culture, politique. Il va y avoir plein de rapports qui vont se faire et qui vont évoluer. Cindy. C'est ça. Alors vas-y. Ton film d'horreur préféré. Reviens nous voir. Je parlais justement. Je voulais développer la première chose qui fait la première caractéristique de Cowboy Bebop, c'est son brassage culturel. Et là, on est servi, parce que si on devait définir grossièrement, Cowboy Bebop, c'est de la science-fiction. D'accord. Mais c'est de la science-fiction réaliste, à la fois réaliste, à la fois dégradé, sale. C'est pas un univers SF comme on pourrait... C'est un vieux futur en fait. C'est un très très vieux futur. C'est ça, c'est un très vieux... Et j'ai envie de dire même pas si vieux que ça en fait. En tout cas, pas si vieux, mais très marqué. Il est pas non plus, il est pas non plus arriéré, mais il est assez, comment dire, c'est ancré. Une science-fiction très désuée en fait. C'est en fait comme si en fait tu voyais une vieille campagne avec des vieux tracteurs, etc. C'est ça. Les vaisseaux, c'est des vieux tracteurs en fait. C'est exactement ça. C'est un futur, mais pas un futur propre, très très lisse, très très Apple en fait. C'est un futur
pas non plus crade en crever. Non, en Mais tout il cas, est, comme tu vois, comme tu vois à la campagne, etc. quoi. Ouais, c'est la campagne dans le futur en fait. C'est un peu ça. Hein. Chez vous. C'est ça. Je veux d'ailleurs voir s'il n'y a pas des images un petit peu de Cowboy Bebop. Comment ça donne. Parce que il a un univers graphique très très marqué. Et quand je parle de très marqué, c'est quand c'est que on va, comme je disais tout à l'heure là pendant que tu étais au PP, c'est qu'on va voir apparaître en fait énormément de brassages. Et quand je vais y venir avec le brassage culturel, c'est que déjà dans le nom Cowboy Bebop. Bon bah déjà, ça en Il y a dit, cowboy. le cowboy, l'aspect du cowboy solitaire. L'homme vache. L'homme vache. Putain, plus tard on aura les. Putain, c'est ridicule quoi. L'homme vache. Bref. Ce serait terrifiant. Enfin, plutôt le garçon vache. C'est assez ridicule. L'enfant vache. C'est vache. Finalement, cowboy est plus à signification vraiment très culturelle et rapport à la solitude, à l'errance. C'est une vache à lait de culture, c'est beau. Parce qu'encore le bebop, si vous connaissez pas le bebop, eh bien allez sur Google, vous tapez bebop, vous aurez une très belle définition. Le bebop est un genre musical apparu dans les années 40. Non, c'est un style musical très marqué dans son temps. Et je pense aussi, c'est ce qui caractérise, c'est que t'as un nom de cowboy, l'aspect du cowboy, qui est relié au genre du bebop, qui finalement a été c'est dingue, hein. Non, je veux dire, il a été très marqué dans son temps, et finalement après on en a plus forcément entendu parler. Mais il avait pour vocation de libérer quand même de certaines choses, certaines emprises qu'il y avait à l'époque. Des mœurs. Et je pense que ça reflète bien en fait aussi déjà avec le nom de Cowboy Bebop et ce que la série dépeint, c'est-à-dire effectivement une errance dans la vie que l'on mène, sans grand but, sans grande conviction, mais pourtant une profonde envie d'être à la recherche du pourquoi. Donc, mais du pourquoi en chacun de nous, ça c'est magnifique. Et aussi de vivre, vois-tu. C'est Spike en fait a pas vraiment envie de mourir. Enfin, même qu'en fait dans cette situation une personne veut mourir, c'est pas vraiment crever, c'est plus la fin de cette vie. C'est pas une vie, c'est la survie. Mais dans une phrase en fait, il dit à la fin, non, j'y vais pas pour mourir, j'y vais pour savoir si je suis vraiment en vie en fait. Si en fait mon existence, c'est pas un rêve, je peux la qualifier de vivre. C'est ça. C'est pas un rêve. Est-ce que il y a la faim, il y a la solitude, il y a le rêve aussi. Comment dire, on appelle ça être complètement. Merde, j'avais le mot. C'est quand tu es pas distordu, mais non, c'est une dissociation, c'est ça. T'es complètement dissocié de ton propre corps, de ta propre existence. T'es spectateur, comme j'ai dit avant. Il y a ça aussi, il y avait un autre truc, j'ai plus trop. Bref, du coup, ça traite de toutes ces choses, de comment un être humain vit la solitude. Et genre l'existence complètement zéro de sa vie, quoi. C'est complètement ça. C'est beau. C'est après c'est le point fort, au-delà du grand thème de cette série, c'est que ce qui va aussi faire plaisir et cultiver notre imaginaire, c'est effectivement tout un tas on le redit, mais de brassage culturel. Donc on disait que c'était un futur pas effectivement trop lointain, mais non plus trop proche. C'est vraiment un futur qui va se dérouler dans une époque qui va vraiment, ça va jongler en fait avec par exemple il y a un épisode où il y a une référence au film de Bruce Lee, directement des films de Bruce Lee. Même les armes, il n'y a pas d'armes finalement, il n'y a pas vraiment de grosses armes futuristes, quoi. Il n'y a pas de laser, c'est encore des missiles, des armes à feu, des Colt, des 9 mm, etc. Des mitrailleuses. Il y a même il y a beaucoup de références même aux vieux films noirs et comme ça, au film de gangster, western aussi. Oui, le western des gangsters. Western aussi. C'est complètement imprégné de ça. Enfin, ce qui est marrant, c'est que c'est un futur, mais un futur de transition en fait. Pas complètement dans le futur. Enfin, il n'y a pas d'aliens, il n'y a pas de grande avancée technologique, à part comme dans Mass Effect, c'est les grands portails pour se déplacer très très loin dans l'espace. Il y a les vaisseaux, c'est la gate, ça. C'est la gate. Mais à part ça, il n'y a pas de grande avancée, hein, que ce soit matérielle ou aussi de manière de penser ou même de rencontre avec d'autres.
avec d'autres espèces d'aliens. Ça reste très très ancré dans l'humanité en fait. Il y a aussi un truc qu'on a oublié, c'est que la Gate, le moyen de voyager très très loin dans l'espace, a explosé très très près de la Terre. Donc en fait, la Terre est complètement dépourvue de vie en fait. L'homme est obligé d'errer, d'échapper à son foyer quoi, à sa maison. Du coup, il n'y a aucun point de repère aussi. Et comment dire, tous ces choix, même si on peut pas vraiment tout traiter maintenant, mais toutes ces petites choses, qu'elles soient dans la diégèse de l'histoire ou alors par en fait des petits détails, même juste de fumer en fait. Parce que fumer, ça permet que les gens se tuent à petit feu en fait. Un petit feu, fumer, c'est marrant. Enfin, bref, il y a tous ces détails qui appuient vraiment ce propos. Et il y a vraiment une atmosphère de. Enfin, c'est pas déprimant, genre lourd à porter, comme si en fait tu portais tout le monde sur ton dos. Non, t'as genre, avec la musique jazz, bebop, avec l'harmonica, etc., t'as un blues, t'as une mélancolie assez agréable en fait, assez Kurt Cobain de Nirvana disait que genre le confort d'être triste le manquait. Et c'est plus ça en fait, c'est même exactement ça. T'as un certain confort dans cette tristesse. Et tu voyages avec l'équipage du bebop. Après c'est ce qui est aussi c'est la mélancolie. Voilà, je cherchais cette tristesse à la fois nostalgique et réconfortante, mais en même temps. Même pas en fait, juste cette nostalgie réconfortante, cette tristesse nostalgique réconfortante, donc la mélancolie qui parcourt tout, qui nous parcourt n'importe quand, je veux dire, la mélancolie on la ressent pas, entre guillemets, à tel ou tel moment, ça va, ça vient, ça s'en va, ça revient, c'est fait de tout petit rien. Et il n'empêche que Cowboy Bebop, il y a par exemple le personnage de Spike, là j'ai mis pour ta gouverne, je sais pas si tu vois le live, mais j'ai mis une compile des scènes de bagarre, scènes de bagarre de Spike. Ah voilà, le petit corgi, trop mignon. Et il y avait aussi, comment dire, le réalisateur, il traite du culte aussi. Genre le premier épisode, il y a des plans qui façonnent le culte de Spike en fait, de son épopée. C'est clairement un cowboy en fait. Mais c'est pas un cowboy genre clairement avec un cheval, etc. Oui, même il y a un parallèle super intéressant avec un vrai cowboy. Et lui en fait, le vrai cowboy dit toi t'es juste une fraude, tu te fourvoies toi-même. T'es juste une contrefaçon en fait. Et tous les personnages c'est ça en fait. Il y a Faye, c'est une femme fatale, mais en fait c'est pas que ça. Enfin bref, ça Jet, c'est un ancien flic, mais ouais, c'est un ancien flic, c'est The Black Dog, tu vois, c'est un ancien flic alcoolique, etc. Enfin bref, vous voyez, genre les figures phares de ces grands films, ça prend l'habit du moine, genre ça fracasse les codes, et tu commences à avoir un développement de personnage et à connaître ces personnes. Et ouais, c'est clairement des personnes, quoi. C'est pas juste des personnages. Il y a juste Vicious qu'on a l'impression que c'est, comme on dit, juste une façade super badass, etc. Mais je trouve quand même intéressant. Après sur le chara design, il était très marqué, genre post animé Sephiroth, post etc. 2000, mais non, justement de Final Fantasy VII. C'est ça, dans les années 90, je veux dire, on est dans la fin des années 90. D'ailleurs, Cowboy Bebop, on le resitue 98. Voilà, donc, 98, 99. Donc ça a 20 ans. Ça a 20 ans déjà. Ça aura bientôt 20 ans. Notre âge. Bref. Oui. Aïe. Ça fait bobo. Ah, j'ai l'impression de me faire soudainement insulter. Ah non, c'est juste une attaque. Je recherche l'épisode que j'aime beaucoup avec Jet, parce que j'adore vraiment cet épisode. En fait, ça porte clairement l'essence de toute la série. C'est le moment où Jet il veut revoir la femme qu'il a aimée auparavant, sauf que elle a complètement, elle est passée à autre chose, normal, ça, parce que le temps ne s'arrête pas en fait. Et faudrait que je retrouve le titre de l'épisode, parce que si je devais vous conseiller genre un seul épisode, c'est celui que j'adore. Il y a le premier qui est putain de super culte, qui est génial je trouve. Et il y a cet épisode-là que je chercherai. Donc si tu veux meubler, vas-y, mais je le retrouverai dans Despacito. Dans Despacito que ça. Dans cet épisode. Du coup, c'est même très 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 aussi la série Cowboy Bebop. Ça vraiment sa patte quoi. C'est quasiment. C'est ce genre d'animé qui utilise
l'univers qu'on connaît forcément, parce qu'on utilise forcément des références de notre monde que l'on connaît, mais justement va l'imprégner tellement bien et avec une telle façon, et en même temps pas mal de phases aussi surréalistes. Il y a notamment un épisode où tout l'équipage du Bebop ingère des champignons hallucinogènes, et c'est tellement à la fois drôle. J'adore celui-là. Et tellement c'est drôle mais tragique aussi. C'est ça, parce qu'il y a un plan, j'essaie de le trouver, mais tu vois Spike qui monte l'escalier de 5 étages, même pas de 5 mini-marches, qui monte sur une plateforme du vaisseau, mais il y a une telle mise en scène où il y a un plan où justement l'escalier est juste infini en fait, et c'est ça qui est très drôle. C'est le rire qui dédramatise une situation qui pourtant nous serait complètement terrifiante, ou qui transcende notre limite de notre perception de la réalité. Waouh. C'est impressionnant. C'est vrai. Et il y a aussi, oui voilà, je cherchais le dernier point que le réalisateur traite, c'est la fatalité en fait. C'est comment dire, que tout est... T'auras beau aider la personne, faire tout ce que tu veux en œuvre, genre déplacer des montagnes. C'est le Morito là. À la fin en fait, Spike, du premier au dernier épisode, il a pas changé d'un iota quoi. Même personne ne change vraiment. Enfin, t'apprends à connaître les personnes, mais ils ont pas de changement profond. Enfin, ils se rencontrent, ils échangent un petit peu, etc. parce qu'ils se connaissent. Mais ils arrêtent pas de se rencontrer, de se casser, parce que c'est très conflictuel en fait. Et ouais, la fatalité, parce que Faye demeure ce qu'elle est, Jet aussi, Ed aussi, Heinz, tu peux pas trop savoir ce qu'il pense, mais je pense qu'il change pas trop. Et Spike, est-ce qu'on peut... non, spoiler, non, ça sert à rien, parce que c'est pas révélé. Et ouais, il y a une sorte d'épée de Damoclès qui prône par-dessus de la tête des protagonistes. Et ouais, c'est mélancolique, c'est plutôt bleu. Il y a en fait une expression en anglais qui s'appelle out of the blue. C'est réagir de façon très spontanée, mais qui change complètement de ce que t'es d'habitude. Et Cowboy Bebop, c'est pas du tout ça. Ah voilà, je trouve que le mot blue, c'est ça, c'est bleu en fait. C'est ça. J'ai mis la vidéo justement de l'épisode où Spike il ingère le putain de... Avec Hans. Ouais, c'est ça. Enfin, surtout là où il est en train de monter l'escalier, donc là où on peut voir. Oui. L'extrait c'est l'épisode 17, c'est Mushroom Samba, qui est un nom bien rigolo. Cool. Il est assez drôle d'ailleurs. Il est à la fois drôle et oui, tellement hallucinogène à la fois. C'est le grand escalier qui n'en finit plus. C'est tellement lointain. Et ça fait une superbe. Ce que j'ai l'impression d'ailleurs, c'est ça, faut voir aussi à mon avis l'animé pas pour comprendre, mais pour en faire faire un parallèle davantage un peu plus subtil. C'est que leur hallucination, je trouve, correspondent à quelque chose de leur vie. Je pense que ça correspondent à quelque chose de leur vie. Ah oui, avec le personnage de Jet qui discute avec son bonsaï. C'est assez drôle. Alors, je trouve pas l'épisode avec Jet, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, c'est mon épisode préféré parce que. Oui. Enfin bref, je trouve que ça fait sens à toute la série, à tout ce que ça traite, et des films que j'aime bien en fait. Parce que finalement, en fait, ce que t'aimes, c'est plus des choses qui te ressemblent. Quand en fait, je l'avais parlé pour le deuxième live, qu'en fait, tu te mets au rap et que t'es complètement néophyte à tout genre, t'aimes pas parce que ça te ressemble pas du tout. C'est trop étranger, trop étrange, trop contre toi en fait. Ouais, mais plus t'apprends avec des artistes qui sont plus proches de toi mais qui vont tendre vers le rap, vers d'autres genres, etc. Là t'apprends à être une autre personne et à apprécier ce que t'écoutes. Avec Cowboy Bebop, avec tout ce qu'on propose aussi, c'est que moi en tout cas ça me ressemble à 100% ce que c'est la série et ce que traite Watanabe. Mais c'est pas grave si en fait vous aimez pas, parce que je comprenais parfaitement, et parce que ça vous ressemble pas forcément ce que vous verrez. Mais je pense que vous trouverez il y avait une expression en français, mais j'oublie. Trouver chaussures à votre pied. Oui, voilà, trouver chaussures à votre pied. Même juste le premier épisode. Enfin, même si vous êtes très très étranger à cette tristesse, à cette mélancolie, à ce bleu, ça peut au moins vous ouvrir une porte vers cet univers. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, je n'avais pas fait le rapport, mais il y a un personnage, donc c'est pas du spoil parce que c'est rien de spoilant. Non, vas-y. C'était le personnage de Pierrot le Fou. Oui. Sauf que c'est Pierrot le Fou. Et putain, mais je suis con. Bah oui.
Pyro le fou. Putain, Godard. c'est genre en gros sur ta gueule. Le plus c'est gros. C'est une ça passe. référence, connard. Putain, je suis con. C'est vrai. En plus, bah, je l'ai le film et je le verrai un jour ou l'autre. Oui, Ce qui me il tente faudrait bien, que je quoi. le voie. Parce que Godard, même si je trouve ça très impersonnel, enfin Truffaut c'est très chaleureux en fait. J'aime bien ces films parce que j'aime, mais Godard c'est pas froid non voilà, plus. c'est un peu Et plus. genre, C'est un peu en plus. fait, il y a oui, plus voilà. il y a plus de leçons en termes de technique, en termes de Ouais, montage, bah de après, de oui, paroles, pour pouvoir parler. En d'image, fait. C'est ouais. super intéressant, je trouve. Godard a son univers. Il faut. Bon là, on est en train de tergiverser sur Godard parce que j'ai fait un rapport avec un personnage de la série, Non, mais ça fait lien. non, mais c'est parce que je me suis dit merde. Attends, il s'appelle Pierrot Bah oui, le fou. Je suis con. Il y a un film Pierrot de le Godard qui s'appelle Pierrot le fou. Et une petite minute. Une petite minute. Est-ce que tout cela, et encore une fois, ça prouve que le cinéma est lié et que tout est consanguin. C'est ça. Donc, c'est assez drôle. Peut-être que. Ça. Putain, je suis con. Non, on fait juste pas gaffe. Ouais, mais bon. C'est la vie. Le bar dans l'épisode. That's the life. Ouais. Mais très souvent, la série marque énormément parce que j'écoute l'OST, même les musiques. J'ai jamais vu une OST tellement parfaite. Genre, c'est. Waouh, quoi. Enfin, je m'y connais très peu en musique, je peux pas dire quoi ça fait mon cul, etc. Mais je me réécoute très souvent les musiques de Cowboy Bebop, sans forcément revoir les épisodes parce que bah, c'est 26 minutes et bon, à force tu les connais à force de les revoir. Les musiques, bordel. Les musiques. Ça fait, je crois, 1 an que je connais Cowboy Bebop. Bah maintenant, ça fait partie de ta vie, c'est comment dire, inhérent à toi. Et je pense pas que ça peut laisser indifférent quand même, la série. Même si tu peux... Enfin, je connais des personnes qui sont assez, comment dire, réticentes pour l'animation, tout ce qui est japonais, etc. Parce que c'est très encore entré à des trucs pour des gosses. Bon, déjà non. Oh, se voir ça il suffit de voir certains animés, Après, c'est pas pour les gosses. Hein. Ouais, voilà quoi. Mais après, je comprends qu'on peut être réticent pour juste pour la forme, pour l'image, pour l'animation. Oui, l'animation, elle peut être considérée très. On peut avoir une appréhension comme on pourrait avoir plein d'appréhensions sur les réalisateurs. Moi-même, hein, j'ai encore des. Je m'attaque pas forcément à certains trucs parce que je me dis ah non. Peut-être que ça va pas me plaire. Solaris. Par exemple, ce que je t'avais dit, là je tergiverse un peu, mais je trouve que ça fait encore bien le parallèle. Oh, C'est que par exemple, on peut faire un petit arrêt sur. Là, c'est Tarkovsky. Sergei Tarkovsky, à mon avis. Sergei Tarkovsky, qui est un réalisateur de cinéma, machin, blablabla, russe connu, très connu maintenant. Oui, bah Tarkovsky, c'est pas très français. Hein. Ah, c'est pas très français. Non, mais moi, comme mon famille, c'est pas très français non plus. Donc... ouais, c'est sûr. Hein, j'avoue. C'est pas ce qui se fait le plus français, on va arrêter là tout de suite. Mais bref, Tarkovsky, non, pourquoi Tarkovsky? Parce que c'est un réalisateur qui, moi, m'intrigue. Je pensais jamais parler de Tarkovsky durant un live de Cowboy Bebop, bref. Soyons fous. Là où il m'intrigue, c'est que ça fait partie de ces réalisateurs où tu connais les films, soit que de nom, soit par une espèce de trace rétinienne qui te serait restée au fond de l'œil. Donc c'est un peu ce genre de choses, t'as envie de te dire, hey, attends, et si je m'y intéressais. Bon, ça sera pour un autre débat, hein, peut-être un autre live sur Tarkovsky. Faut déjà que je vois un de ses films, parce que je n'ai jamais vu un de ses films. Oui. Il faut les tenir, hein, les 2 heures de Solaris. Après, moi, j'ai complètement mordu dans le truc. Enfin, c'est plus au début où j'ai eu un peu de mal, je t'en ai parlé. Mais après, putain, j'ai pleuré, quoi. Mais je pleure pas souvent devant des films, ça m'a fait chialer. Et en plus, c'est... Bon, pour éviter que ça tergiverse trop, ça met en lien ce que traite Watanabe. Bon, avec un peu plus de froideur, quoi. Là, c'est beaucoup moins accessible. Solaris, je l'ai vu sur YouTube en 2 parties. Vous pouvez le regarder hein, si vous avez 2h30 à regarder. Mais c'est russe, c'est une langue étrangère et ça traite avec beaucoup plus de distance que Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, il y a un culte, comme je l'avais dit. Il y a une façon de montrer le personnage en héros, en chevalier déprimé et dépressif. C'est ça. Et voilà, il y a un certain culte, un certain divertissement. C'est ça. Là, Solaris, vous pouvez le regarder. Hein.
mais c'est pas la même chose. C'est pas la Ça même reste quand chose. même super intéressant et ça traite du même matériau avec une façon différente de le traiter. Ah bah il y Et a... je préfère ouais. Solaris que Striker perso. Je préfère. Oui, c'est vrai. Après, je sais pas, Stalker, tu veux dire, non? Oui, Oui, Stalker, oui, Striker. Je pensais à Mortal Kombat, je sais pas pourquoi. Putain, oui, Striker, tout ça. Genre, le mec, il essaie de s'y connaître et tout, tu vois. Ouais, j'ai fait l'école de cinéma, Striker. Striker, bah, tu vois. Mais Évidemment. Non, Stalker. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu. Et pff, Ah, faux. C'est pour ça, non, je voulais parler de Tarkovsky, Bon, voilà. c'est- On verra ça une Ça. autre fois. Retournons à Cowboy c'est Bebop. posé. C'est posé. Retournons à Cowboy Bebop. Je pense qu'on a tout dit. Oui, en vu soi, qu'on enfin, je veux peut dire, que rester en surface. Bah, c'est sûr que Comment si on dire n'a pas vu la si, série. si, il y avait un autre truc aussi. Oui, il y avait la recherche de la fin, l'errance et tout. Et les personnages sont même tous, même Pierrot le fou, ça fait référence au passé. Ils sont tous reliés au passé. Oui. Tous, Ah bah sans ça, exception, tous. À c'est part leur. le chien, on sait pas parce que voilà. Bah oui, mais Évidemment. ouais, le petit corgi, on sait pas. Petit corgi. C'est. Mais vu que ça se passe dans le futur et que tu vois pas d'autres corgis, peut-être que ça fait que ça se rattache à notre passé de notre présent. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, non, mais complètement. Vu que ça se passe dans le turfu, et pas forcément d'autres chiens où on sait pas trop. Enfin bref, je pense que c'est très très subtil. Genre peut-être que les animaux ils sont très très rares. Enfin bref. Bah quand on fait Du gaffe, coup, il y a le pas. corgi, Ouais, c'est ça, il y c'est a le seul pas. corgi. Il y a pas énormément. Toi, il y a Il y peu de avait juste, chats, une il y a femme pas qui portait de. des lunettes. C'est ça, ouais. Et encore, ça devait être. Ça avait l'air d'être une. Il y a aucun spoil, non, pareil, c'est le premier. Non, pas le premier, ça doit être le troisième ou le quatrième. C'est dans les débuts, troisième, on quatrième. voit vite fait en fait on voit comment Hein le chien fait partie de la bande. En fait, il est récupéré par Spike, je sais plus trop, bref. Mais en fait, c'est un corgi, mais en fait, quand on voit le magasin de la dame, ça a l'air d'être une dame un peu à la sauvette, ce genre de magasin dans une ruelle complètement délabrée. Ouais. Il y a un petit côté parisien, Marché noir. new-yorkais, un peu Pas très légal. pas très légal. De toute façon, pas mal de choses d'ailleurs tournent autour de la la contrefaçon, mais en même temps complètement encore dans cet aspect gangster, film noir. Tout autour, tout a l'air d'être régi. En fait, justement, on sait pas trop comment. Justement, où on est en fait. Parce que parfois on se croirait vraiment tellement dans notre monde actuel que finalement l'aspect futuriste amène je pense des possibilités et c'est pour ça que c'est une science-fiction qui est vraiment pas comme les autres parce que surtout pour l'animation parce qu'elle fait comme on dit, elle est tellement empreinte dans notre monde actuel et nos références et nos codes et nos références de vie, vraiment de vie au-delà de culture. C'est qu'elle amène un regard c'est d'où l'aspect personnel parce qu'on va s'identifier. On peut pas faire autrement parce qu'on va admettre, parce que notre conscience de l'incrédulité va nous dire ok, d'accord, je veux admettre qu'il y a des vaisseaux qui volent, sauf que là ça va être amené dans une telle insalubrité que l'on connaît de notre vie et d'un aspect tellement naturel qu'on va très vite se projeter dedans et du coup ressentir tout ce que les protagonistes vont évoluer, ressentir, partager avec les autres et du coup cet aspect de ce futur nous devient tangible et nous caresse doucement la joue en nous disant bah voilà c'est comme ça et c'est ça, il nous caresse l'occiput en lui disant t'inquiète pas entre guillemets c'est comme ça et c'est pour ça que ça fait on admet tout dans Cowboy Bebop dans le sens où on n'est pas surpris en termes de on n'est pas surpris en termes de c'est pas trop irréel que c'est pas de c'est ça voilà. c'est au contraire c'est très entraînant, c'est très paysan justement entre guillemets. C'est paysan, c'est très campagnard. En fait. C'est campagnard et ça nous remet. C'est ce qui nous prouve. C'est ce qui nous rapproche encore plus de l'œuvre. C'est sa proximité référentielle. Donc il y avait déjà ça. Et bien sûr, si on parle vite fait de la bande son, alors mélange cowboy bebop. Il n'y a jamais eu autant généralement, il y a un petit, c'est même pas un code, mais il y a un truc qui se fait souvent dans le cinéma, c'est utiliser des musiques inverses que ce que l'image va nous dire. Ça, c'est souvent un truc qu'on s'est rendu compte que de la mise en scène qui a été souvent utilisée. C'est un cliché total en fait. C'est un cliché qui, soit par des rapports de... Oui. Ne le faites pas. Ouais. C'est ça. Zéro. Ça va être souvent des... Tu fais plus.
Bah, ça marche parfois, ça reste tout de même très cliché et un peu débile, moi je trouve, mais dans Cowboy Bebop, bah là ça marche. Ça paraît pas, mais il y a aucune musique futuriste. Il y a que du jazz, du blues, de la soul. Ah. Non mais après tu vois, je trouve ça très ancré dans ce qu'est Ah oui, la série, bien parce que évidemment. ça traite du passé, Mais quand etc., ouais, c'est bien pas sûr. complètement Ah oui, non, ça c'est pas anachronique non plus. ça se dissocie pas de Non, ce que ça, montre non, l'image. ça, Non, je évidemment. pensais que non mais en fait je pensais que tu parlais de comment dire, dans Évangélion il y a une scène avec une musique très très douce de petites filles qui parlent avec des choses horribles. Ça c'est un cliché de merde. Non, ça c'est un Mais sinon, cliché. ouais, Mais non, c'est pour ça que je dis. Donc Cowboy je Bebop. pensais que tu parlais de Oui. ça. Ah oui, Mais non, sinon, oui, la musique, non, elle est très ancrée dans ça, non? Y a pas de souci. Enfin, je disais qu'elle était en opposition dans le sens où à un film de SF, enfin une série de SF, on pourrait s'attendre à du futuriste, sauf que non, justement. Et mais c'est là où ça en fait quelque chose de. Blade Runner. C'est ça. Mais là où la musique va appuyer le propos, bah là dans Cowboy Bebop, elle n'a jamais été aussi importante parce que on parlait de la trace du passé, bah la preuve, ça nous ancre encore plus dans notre dans ce qu'elle est, puisque bah on va voir apparaître des musiques qui font référence au passé. Du coup, forcément qu'on va encore plus y croire. Du coup, on va se fondre dans le décor. C'est Vraiment, ça en fait. Mais après, il n'y a pas trop d'argumentation sur la musique parce qu'elle est tellement cool. Franchement. franchement, je pense pas que tu peux. Enfin, je pense que tu peux trouver au moins une musique que t'aimes parce que ça brasse tellement de. Encore en musique, je suis très néophyte, je peux pas dire que ça ressemble à tel genre Monkey Star, mais c'est très très varié. C'est franchement des Bah putains de c'est merde. ouais, il y a une Putain de musique. c'est ça, il y a tellement de bonne musique. C'est là où ça rejoint un aspect aussi qui relie la musique et la série, c'est vraiment le principal, parce qu'il y a beaucoup de musiques certes qui sont issues du passé, très folklorique machin, folklorique dans le sens pas ethnique du terme, mais par exemple une des principes, vraiment je dirais la principale musique qui parcourt c'est le blues. Et le blues, c'est le blues de la vie, c'est le blues qu'on ressent, et c'est surtout aussi le blues, c'est le blues de l'émotion. Du coup, le blues toutes les musiques qui sont utilisées dans Cowboy Bebop, composées ou utilisées, mais je crois qu'elles n'ont été qu'utilisées, bah, elles amènent déjà une référence au passé, mais aussi, je trouve que c'est pas le genre de musique que tu vas qui est pas là pour soutenir, pour faire cool ou parce qu'elle veut soutenir quelque chose de très précis. Elle est là parce que tout comme les personnages, ils sont là sans forcément savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là, et elle nous paraît tellement familière. Et c'est ce qui fait la. Les musiques, ça permet d'entrer dans comment dire, dans ce que sont les personnages en fait. Tu vois. Enfin, ça traite du blues, du bleu, la couleur bleue. Même l'image en fait, il y a très de. Maintenant, il n'y a même aucune couleur très. Il y a quasiment aucune couleur chaude, très chaude, c'est froid en fait. À part sur certaines planètes et certains décors, en fait, mais ils sont dehors, tu vois. C'est ça. Mais toutes leurs. Même, tu vois, les couleurs chaudes, c'est qu'on dirait un désert. C'est l'absence de vie, c'est le sable. Enfin, tu vois. C'est pas de la chaleur humaine, c'est de la chaleur désertique et inhérente. Non, pas trop. Du coup, la seule personne qui a des couleurs chaudes, c'est Ed, le personnage d'Edouard, qui est aussi frétillante qu'un poisson. Mais c'est assez drôle. Et c'est une pile électrique. C'est complètement une pile électrique. Et ce qui est assez rigolo. Mais je pense. En fait, j'ai l'impression que la série Cowboy Bebop, elle traite, comment dire, tu vois, quand je disais il y a plusieurs façons, en fait il y a une couleur noire et plusieurs façons de montrer que c'est noir. J'ai l'impression que les personnages, en fait, c'est plutôt plusieurs façons de montrer comment l'humain il peut réagir à cette perte de repère, à cet existentialisme. Genre, par exemple, en fait, tu vas être dans le déni complet avec Ed, qui, pour se distraire, elle se distrait tout le temps, enfin, complètement folle, etc. C'est une pile électrique. Profiter de penser, en fait. Si elle se pose, et des fois elle se pose, avec Heinz, genre, elle est seule, elle veut quitter le bebop, là, elle se pose des questions sur son existence, sur sa place dans l'univers, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a, même, je suis sûr que c'est ça, ils sont 5, si je dis pas de conneries. Le chien, je le compte pas, parce que Heinz, bon, voilà. ils sont 4. Ils sont 4, et il y a 4 manières de réagir à ce vide existentiel en fait. Et ouais.
Oui. Et j'y pensais, il y avait une amie moi qui s'appelle Chloé qui m'a conseillé BoJack Horseman. C'est exactement ça en fait. Les personnages, c'est plusieurs manières de réagir à ce vide de l'existence. Il faut que je regarde plus d'épisodes de ça. Mais j'ai une connexion de merde. Je prendrai mon mal en patience. Voilà. C'est pas très mais je me rends compte que Spike et BoJack, c'est les mêmes personnages. C'est marrant, je trouve. Moi j'ai pas encore vu. Il faut. Mais il faut que je vois. En tout cas voilà, Cowboy Bebop, c'est je me vante un peu parce que j'ai bien aimé le rapport que j'ai fait entre l'aspect statique et émotionnel de la musique du blues, justement le blues. C'est vrai. Effectivement le blues de la ville, le blues de machin, qui effectivement est. Non parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti et ce que je ressens aussi avec ces musiques-là, le jazz, le blues, le rock, c'est que c'est des musiques qui effectivement ne vont pas chercher vont chercher la spontanéité et le mood qu'ils ont plutôt que leur véritable pas utilité mais leur véritable existence, et c'est complètement ce que apporte la musique dans Cowboy Bebop. C'est une fatalité, une espèce d'existence qui est là sans forcément se poser de questions, mais qui pourtant apporte, comme je disais, une familiarité et un réconfort ou pas. Donc une espèce de façon après, très... je pensais à un truc qui est pas forcément plus ou moins lié à Cowboy Bebop. C'est, tu vois, souvent on se moque des vidéos AMV, Evanescence au début 2000, etc. en disant ouais. C'est des putains d'émo, etc. Je me fous de leur gueule, mais en fait je pense qu'il y a deux énergies en fait. Il y a genre le bonheur pur, les personnes qui se posent pas ce genre de questions sur l'existence. Et il y a en fait, comment dire, tu vois, la matière et l'antimatière. Il y a une personne heureuse parce qu'elle est née comme ça, je suppose. C'est un peu d'acquis et d'inné. Et il y a des personnes qui sont comme Spike, comme dans BoJack, comme dans Paratexas avec Travis, et comme dans Taxi Driver, enfin bref. Plein d'œuvres et plein de personnes qui s'expriment par de la mass media, qui sont nées d'antimatière en fait, qui sont nées dans le bleu, au lieu de naître dans le rouge. Alors, ce qui est un peu con, c'est que j'ai pris un t-shirt rouge, du coup je nique un peu le propos, mais je pense que ça, et je pense pas qu'il faut se moquer, prendre en dérision ça. Après tu vois, je pense que prendre ça en dérision, c'est aussi de pas penser à tout ça, à la mort, à la fatalité, que de toute façon tu vas crever un moment, tu vas te dessécher, tu vas devenir genre un terreau pour des plantes. C'est ça, je pense que se moquer aussi, c'est aussi nier, genre être dans le déni de cette fatalité, vois-tu. Après, je pense aussi que si beaucoup de gens ne s'efforcent pas justement à faire face à ça, c'est vraiment pas... Oui, c'est logique que ça soit par peur et par crainte, mais en même temps, on y fait tous face d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui arrivent à encaisser telle ou telle chose. Moi, je trouve ça con, pas la meilleure moyen, parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen, mais s'il faut à un moment faire face à ce qu'on a à faire. Et une des plus grandes choses existentielles, forcément c'est notre raison de vivre, mais la raison, moi j'ai tendance à dire qu'on ne doit pas la chercher, on doit la créer, mais après je dis pas, ce sont des vécus, ce sont des passés différents, des relations différentes, et c'est ce que Cowboy Bebop apporte, c'est une réflexion sur soi-même et sur son vécu par rapport à... Voilà, on va refléter ce que l'on voit Je voulais interrompre mon cher monsieur Drier, parce que je l'avais énoncé pendant le second live, comment dire, une image elle se lit, elle a un sens, comme en fait le cinéma c'est exactement du français, donc si vous détestez le français je suis désolé mais c'est comme ça. Le Japon en fait a un sens de lecture de droite à gauche, et j'ai remarqué que Cowboy Bebop, vu que ça fait très, très référence à la culture américaine, je pensais que l'image était de gauche à droite, mais si tu lis l'image, le vrai sens de l'image, c'est de droite à gauche en fait, c'est une lecture japonaise, c'est une façon de lire l'image japonaise. Et c'est aussi en fait, comment dire, une autre manière de voir le cinéma. Par une simple composition de cadre, moi je suis occidental donc je lis l'image de gauche à droite, même inconsciemment, je lis l'image comme ça. Moi je cadre comme la piste parce qu'on s'en fout, voilà, c'est juste pour parler. Mais le sens de l'image est japonaise, et purement japonaise. Même dans le film, si je dis pas trop de conneries, je fais pas trop ça, mais je voulais parler d'un truc aussi. Traite la solitude par l'image. Il y a souvent Spike, très souvent Spike, il est perdu dans le cadre. Donc le cadre c'est ce que vous voyez, enfin là vous me voyez par l'image, le cadre c'est ce qui définit ce que vous voyez en fait, et le hors-champ c'est ce qui est plus dans le cadre, comme pour un tableau en fait. C'est plus facile quand vous voyez une fenêtre
Genre vous ouvrez Google Chrome, la fenêtre elle est définie par son cadre. Enfin bref. Et Spike est souvent perdu dans le cadre. Moi ça va, je prends tout le cadre. Et des fois il y a des plans qui sont comme ça, tu vois. Genre il y a un tiers de l'écran, c'est du vide total quoi. Ça isole à fond Spike. Et bah c'est une manière très nouvelle vague, vois-tu, de traiter l'image et aussi des vieux films, par exemple A Taxi Driver, surtout ce film-là, ça traite une solitude, c'est très comme la série, alors que Paris Texas, le mec est, comment dire, j'ai l'impression que c'est plus un mélange très très subtil des deux, tu trouves pas, non? De Paris Texas et de Taxi Driver. Bah c'est vrai qu'il y a un mélange de cadre, de lumière, de décors. De lumière et tout. De décors, même les décors, tu vois, par exemple les grands décors désertiques. C'est vrai, quand tu vois Paris Texas, d'ailleurs, petit aparté, mais si vous n'avez pas vu Paris Texas, intéressez-vous à ce film. C'est mon film préféré. Il en vaut la peine. En vrai, je l'adore, je le regarde quasiment chaque mois. Donc... Voilà, parce que j'ai un autre à branler. Bah après tu vois, il dure 2 heures et quand il traite son temps, c'est très long et ça fait un build-up sur 10 minutes de fin. Et putain, enfin en tout cas moi je trouve que ça reprend encore l'essence de la mélancolie du bleu quoi. Et puis même comme la colorimétrie dans le film, elle est, t'as l'impression que c'est irréel en fait. Il y a une espèce de tiens, je peux faire vite fait un parallèle avec Paris Texas. C'est un espace mental. C'est complètement. T'as l'impression que alors petit quand même encore pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pas Texas de Wim Wenders qui vient d'un courant cinématographique du. Il y avait un nouvel Hollywood, il y avait une nouvelle vague. En Allemagne, il y avait la même chose. Sûrement dans d'autres pays. C'est le. Et Wim Wenders, c'est le porte-étendard de la nouvelle Allemagne. C'est pas comme ça qu'il s'appelait la nouvelle vague allemande. Il y a la nouvelle vague en France, il y a le nouvel Hollywood. Il y a le nouveau allemand, peut-être. En tout cas, ça fait partie de ces trucs avec Wim Wenders, Herzog, machin, on connaît que. Herzog. Et j'ai pas vu de film d'Herzog, je crois pas. Faudrait voir au moins quelques-uns. Il y a Aguirre, machin, ça fait faut que je vois, et Fitzcarraldo. Et Fitzcarraldo. D'ailleurs, il y a la fille. Il y a la fille de comment il s'appelle de Klaus Kinski. Cet acteur magnifique, digne des démons, qui sa fille Natasha Kinski, qui est une pure innocente Paris Texas. de la vie. Mais il y a aussi un aparté, vous écoutez la musique du générique de Paris Texas, je peux la mettre. Ça capte l'essence du blues. Ah oui, vas-y, je me tais, et je vous laisse écouter, c'est magnifique. Est-ce que tu peux m'indiquer quand tu mets la musique? Elle est déjà mise. En fait, je mets l'intro en vidéo sur le live. Ça correspond vachement bien avec l'univers cowboy bebop. On est complètement raccord. On vous laisse profiter. On n'entend peut-être pas suffisamment. En même temps, je peux pas faire trop. Je peux pas faire plus. Hein. D'ailleurs, juste si vous n'entendez pas forcément bien la musique, la musique est de Ray Cooder. Directement dans le chat. Dans le chat. Merci pour l'extrait de Paris Texas, dit ma sœur. Le meilleur film de tous les temps. De rien, Jess. Voilà. Et il faut se le dire. La musique est de Ray Cooder. Parce que ma soeur, petite aparté, n'a pas vu Paris Texas et tient beaucoup à le voir. Comment ça Parce qu'elle aime beaucoup Wim Wenders, je crois. Ah oui ouais, elle est c'est comme Jim Jarmusch. Des ailes du désir et Paris Texas. Il faudrait que je vois d'autres films de Wim Wenders. En tout cas, j'ai montré des interviews de Wim Wenders à Hugo Dreyer. J'aime beaucoup l'homme.
derrière. Oui, Enfin, il avait dit que il a une... les il cinéastes res- c'était des il- chevaliers, ouais, je crois. Je sais il plus. ressemble un peu à... Je C'est trouve cool. qu'il a une même manière de raconter sa vision. Je trouve il ressemble vachement à Lynch, en fait, quand tu le vois en interview. Lynch, il est un peu C'est comme... vrai. Je trouve qu'il est vraiment comme Wim Wenders. Mais donc comme vous pouvez voir, bah... Et là encore, c'est un extrait en mauvaise qualité. Il aurait fallu limite que je prenne... D'ailleurs, je peux faire ça. Je pourrais mettre le DVD pour montrer des... Parce que je trouve que ça serait pas insensé de montrer quelques Non, extraits ça de Paris, reste, Texas. Ça donne un truc. Non, c'est pas ça, c'est que je trouve que c'est complètement raccord avec Cowboy Bebop. Donc, Bah complètement. Ouais. il y a... Mais regardez, il y a tous ces étalages de plans. Regardez, quand on parlait justement de la composition des plans, la plupart des plans sont très très larges. Il y a un ratio, donc le ratio c'est la taille en fait, C'est l'échelle, les bordures noires. c'est les bordures Ouais. noires. Bon là on le voit pas beaucoup. Mais... Par exemple, il y a des ratios. Par exemple là, tous les bâtiments prennent la largeur. C'est toujours très. Dans Paris Texas, on a toujours un cadre très large. Et je parlais de la colorimétrie. Il suffit de voir ce plan. Ce plan, il est extrêmement. Déjà, il est très lointain et il est très scindé en deux. Il y a une barre au milieu. Et il y a à la fois le côté rêveur du personnage, enfin rêveur dans le sens perdu dans le bleu. Regardez ce bleu, mais qui est complètement surréaliste. Enfin, dans le sens surréaliste. Pas surréaliste, mais. mais, Il y a que du bleu, il y a pas de nuages en fait. C'est un ciel bleu en crevé. Même les nuages, on dirait qu'ils ont été peints avec une sécheur et une raideur et un désert, mais tellement hostile dans lequel ils marchent. Et c'est toute cette frontière qui va. J'adore ça, me branler sur des images parce que je sais dire. En tout cas, ce qu'on dit, même si c'est un peu frustrant pour nous, parce qu'on peut pas traiter en profondeur, ça fait très branlette intellectuelle. C'est ça que ça fait Mais très branlette c'est intellectuelle, pertinent tout ça. Tout ça, ça reste pertinent parce que c'est ce qui va créer tout un univers, c'est ce qui crée un univers cinématographique. Du coup, l'alcool. comprendre ça, c'est pas inutile quoi. Donc Et vous voyez la figure du cowboy, même si Travis dans Paris Texas c'est pas un cowboy comme on le voit avec les pistolets etc. Ça prend certains codes en fait du cowboy phare en fait, l'alcool, l'errance. Ouais, c'est très très ancré dans le western en fait, dans les westerns, les spaghetti, le Sergio Leone. Sergio Leone, parce que j'ai pas vu énormément de westerns à part ceux de Leone. Et bon, voilà, le compositeur phare de Leone, bon, je lui fais des enfants. C'est quand tu veux. Mais c'est marrant que l'association Ennio Morricone et Leone et Watanabe et merde, comment il s'appelle? Ah, il y a le groupe que j'ai en tête. C'est bref, le groupe qui joue avec Watanabe, c'est indissociable la musique et l'image. Là, franchement, c'est l'exemple phare. Même avec Taxi Driver, Scorsese, j'ai pas le nom du mec qui fait la musique. Herman. Mais c'est indissociable, Herman. C'est indissociable vraiment. C'est des duos, ce bleu de la musique. C'est comment dire. Souvent en fait, cinéma, dans les films. Peut-être, hein. Après quand on généralise, il y a toujours un mec qui va dire non, bon, tu généralises évidemment. Bref, la musique elle se met en arrière, mais là vraiment, dans ce genre de cinéma, la musique elle est partie intégrante comme du montage ou la captation d'images. Elle va être vraiment. Il suffit de regarder des scènes de. Je pensais justement à Il était une fois dans l'Ouest, mais j'ai pas vu pareil beaucoup de western ni de beaucoup de Léon, mais j'ai déjà vu quelques Léon. J'en ai dû en voir 3. Non, mais j'ai vu 3 Léon, je crois. Franchement, je trouve qu'il était une fois dans l'Ouest reste pas son meilleur, mais je pense vraiment un très bon exemple de cinéma. Quoi. Moi, il y a le mec avec son horloge, je crois que c'est bon. Pour une poignée de dollars, peut-être le dollar de plus, je me rappelle plus. Je ne sais pas, il faut que je vois les autres. Et l'ennemi, il est vraiment iconique, et j'adore putain de ce film de merde. Film de merde. J'aime bien quand tu définis des choses, genre ce film de merde, putain de sa merde. Après, ça. J'extrapopole, mais je trouve que ça. Oh, c'est marrant, j'extrapopole. J'extrapopole. En tout cas, Paris Texas, voilà. C'est un très bon film aussi. Non, c'est pas un très bon film, c'est le meilleur film. Non, tu te calmes. Tu te calmes. C'est un bon film. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu,
C'était au camping il y a 2-3 ans. Il faisait super froid. J'étais genre devant la caravane de ma mère quand ma mère dormait. J'étais seul avec une couverture sur mes jambes. Je regardais le film et putain, je pense que c'est la meilleure entrée en matière en fait. Dans un camping, avec le vent qui te siffle dans les oreilles, beaucoup de bruit, etc. Ah, Et t'as vu ça t'as juste dehors? toi et le film en fait. Non, je vu ça presque l'heure, c'était dans un auvent. Ah oui, Et de toute façon, dans un auvent, t'as juste la bâche. T'as la bâche qui te protège du monde extérieur, c'est tout. t'as Mais regardé franchement, ça dans un c'était auvent, quoi, en camping. Ah bah, Il faisait froid Ah. alors que ça parle de désert, de chaleur. bah, ça passe parce que des fois il y a beaucoup de scènes de nuit et pour les déserts la nuit, même si le jour il fait très très chaud, la nuit c'est monstrueux, il fait froid, crevé. Donc, après, je sais plus qui a dit ça, mais ouais, comment dire, merde, la manière dont tu vois le film sur un téléphone, sur ton ordi, dans un camping ou je sais pas, dans un camping nudiste ou enfin bref sous l'eau, on sait pas, la manière quand tu vois, même dans le cinéma, la manière dont tu vois le film, ça définit ton appréciation du film. C'est pour ça qu'il y a une connerie aussi que je veux plus jamais entendre, c'est je suis objectif pour ce film. Ta gueule, l'objectivité, ça n'existe pas. On se fourvoie, l'objectivité c'est une connerie. Tu peux avoir un recul, avoir du beau, tu peux traiter du beau, du bon, mais tu peux pas être totalement objectif. Il y a du subversif, bordel, la langue française, par rapport à la manière dont tu vois le film, à ce que t'es, à ce que si en fait toi tu te reconnais dans l'image, etc. Enfin bref, il y a plein de facteurs qui font que tu apprécies ou non ce film. Et donc ça sera jamais objectif. Donc si un jour ça sort de ta bouche, ou que tu entends une personne le dire, eh bien de ma part tu peux lui latter les couilles ou les ovaires. C'est ça. C'est cadeau. Mais ce que j'aime beaucoup aussi avec Paris, Texas, c'est que c'est un film qui, au-delà a des valeurs universelles, des relations universelles, des thèmes entre guillemets universels, dans le sens où on va forcément en pâtir, forcément ou pas. Mais c'est pas la question, c'est que ce film, il m'a laissé, parce que l'anecdote, c'est que en fait, je n'ai pas demandé à voir ce film à la base. C'est notre cher Greg qui m'a en fait un peu J'ai été forcé. violé. J'ai été un peu forcé à regarder ce film. Et- Sauf que je l'ai toujours vu tard le soir. La première fois, je l'ai vu, il était minuit, on l'a fini à 2h du mat. Pas une bonne idée. Et c'était pas une bonne idée, Oh, on j'étais était mort, fatigués, on était fatigués. Mais n'empêche j'avais un peu l'impression d'être déçu en mode ouais non quoi, non ça me dit rien. Alors qu'en fait, même encore maintenant, Je te laisse parler. Hein. il m'a laissé quand même une trace parce que c'est le genre de film, tu te demandes pas, t'es pas en train de te demander si t'aimes ou t'aimes pas. T'es en train de demander qu'est-ce qu'il peut bien te dire. T'es en train de te demander qu'est-ce que ce film est en train de me raconter. Est-ce que je peux prendre de la peine de regarder ce film, de me demander qu'est-ce qu'il a envie de me dire. Et pareil, Texas, il va jouer et sur l'image, et sur la musique, et sur ce qu'il va le raconter, ses personnages. Tout ça, ça va former effectivement ce qu'il peut nous dire. Et je pense qu'avec avec pas mal d'autres films, d'ailleurs, il n'y a pas que Paris, Texas, il est très content. Ah si. Il est très content parce que voilà. Non mais j'allais y venir. Ah, y a que Mais ça. le comme ça. Le rôle de. Non mais quand je dis qu'il n'y a pas que Paris, Texas, c'est-à-dire il n'y a pas que Paris, Texas dans le sens où il n'y a pas que ce film-là qui démontre ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que. Ah là, il est con. C'est que tous les outils, le cinéma, c'est pas genre. C'est pas que. C'est pas naturel dans le sens où. C'est pas. On est habitué, on le redit, mais on est habitué à des codes, on est habitué à des images. Et le simple fait de se prendre du recul en se disant. Qu'est-ce que les images veulent raconter, parce que c'est pas juste des images, elles sont pas là pour rien. Il y a pas des logiques de montage qui se sont faites comme ça. Et des films comme Paris, Texas et comme beaucoup d'autres démontrent bien et nous permettent, je pense, de nous rendre compte de l'importance du montage, de l'éclairage, de la lumière, de comment on va développer des personnages, des scénarios, tout ça, de l'évolution de personnages jusqu'au montage. Et surtout aussi, c'est pour les jeunes réalisateurs en herbe, c'est l'importance de comment tu pétris le temps aussi. Genre, en fait, c'est très important le rythme et aussi aller trop vite. Il y a vraiment une manière de comment tu montres le temps, comment tu pétris le temps avec le montage. Ça, c'est important aussi.
par exemple, je l'avais dit, pour 2 heures, c'est pas que c'est indigeste, mais le regarder à 1h du matin, c'est clairement pas une bonne idée. Au bout de 30 minutes, tu vas être complètement assommé. Parce que normalement, un film, ça fait 1h30, la durée moyenne, 30 minutes pour une scène d'exposition. Au bout de la 30e minute, il y a une péripétie. Tu résous les péripéties au bout de 30 minutes plus tard. Et après, il y a la scène de conclusion. Bon, bref, tu conclus. Par exemple, Alien, il nique les codes parce qu'il y a un 4e acte, en fait. T'as l'impression que le 3e, c'est fini, mais rien n'est résolu, en fait. Ou quasiment rien n'est résolu. Le 4e acte résout tout, en fait. Il fait office de 3e acte pour surprendre les spectateurs. Bon, après, il y a plusieurs films qui ont repris ça avec plus ou moins de brio, genre La Mutante, hein, je t'ai fait des gros clins d'œil. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que pour La Mutante, il y a Giger qui a travaillé sur Alien. Et sur La Mutante, c'est le mec qui a fait l'Alien, le costume, etc. Enfin bref, c'est un graphiste. Et bref, il y a aussi Poltergeist de Toby Hooper, et produit par Spielberg. D'ailleurs, le gosse a un poster de Alien. C'est pas le genre de film que tu montres à ton gosse. Enfin bref, Alien a... Enfin bref, au fur et à mesure des films, on a apporté des codes, une manière d'évoluer. Le cinéma est en constante évolution. Et même si en fait tu es habitué à une sorte d'image, une sorte de voir le cinéma, il y en a toujours une nouvelle et une chose qui pourrait, comment dire, te faire grandir pour toi-même en fait. Comment dire ? En fait, pour évoluer, il faut tuer la personne que tu étais précédemment en fait. Et avec ces films, tu tues et tu renais, symboliquement. Et tu grandis avec eux. Et Paris Texas, Cowboy Bebop et Taxi Driver, ils m'ont révélé une facette de moi et ça me réconforte aussi. Ça me conforte et ça me réconforte. Et je leur remercie. Voilà. Merci beaucoup. Pardon. Mais est-ce que tu veux rajouter une chose en fait, on voulait parler de Samurai Champloo et de Space Dandy. Non, mais on va pouvoir le faire. C'est juste que. Après, c'est bien parce que j'ai un peu moins de choses à propos de Samurai Champloo et Space Dandy. Du coup, pareil. Il reste une demi-heure. Ça va bien. Enfin, c'est bien quoi finalement. On a bien géré. C'est ça. On va vous parler de Watanabe. Alors, Cowboy Bebop. On peut passer à autre chose. Cowboy Bebop. Non, c'est tout. Donc du coup, est-ce que tu as une chose à rajouter sur cette série ou... Regardez-la. C'est tout simplement. Voilà, c'est un super. Non, mais si vous voulez vous faire votre avis, oui, regardez-la. Ne serait-ce que le premier épisode. Je crois que c'est disponible sur YouTube, mais à chaque fois je dis ça, mais est-ce que tu peux vérifier? Je crois que c'est sur YouTube. Au pire, je balance le lien et Cowboy Bebop. Et vous passez chez moi. Ou alors vous achetez le coffret à 16,95. En vrai, ça vaut les 16,95. Vous pouvez le trouver à Japanime, c'est soit à Vannes, Saint-Brieuc ou à Rennes, ou d'autres magasins de manga, ou même il y a l'épisode 1. Si je pas de conneries, il y a plein de collecteurs comme ça. Il y a plein de. Il y a plein de. Tiens, voilà, attendez, je balance le lien. C'est une collecteur. J'ai ma soeur qui me dit qu'il y a un des personnages j'ai reconnu dans l'extrait de Paris Texas un acteur qui joue dans la série Code Quantum, une série qui parle d'un homme qui voyage dans le Thémos pour réparer les erreurs du passé. Jess, je te le dis, c'est Dean Stockwell, le mec qui joue dans Blue Velvet apparemment. Blue Velvet. Lynch. D'ailleurs, Lynch a joué avec Harry Dean Stanton. Harry Dean Stanton, c'est pas con quand je parlais d'Alien, qui a joué dans Alien aussi, et ce mec porte une casquette tout le temps. Tout le temps. Il y a un moment, il porte pas de casquette. Si, dans son dernier film, il porte un chapeau de cow-boy, et ça reste un chapeau. Littéralement son dernier film, malheureusement. Oui, voilà, le kick est vraiment génial, qui est excellent, je trouve, qui clôture bien ce qu'est l'âme, et en plus, il joue avec Lynch. Du coup, Harry Dean Stanton a joué avec Lynch dans Sailor et Lula, que j'adore ce putain de film, avec Cage, avec William Dafoe, avec Crispin Glover. C'est les gros, c'est trois gros tarés. Comment tu compiles Crispin Glover, William Dafoe et Cage? Voilà, le gros camoulox. Franchement, un film avec des gens aussi tarés, c'est génial. Il y a aussi un film avec John Malkovich et Nicolas Cage. J'ai trop envie de le voir parce que putain, c'est des gros tarés quoi. Et bref, du coup, c'est les deux acteurs de Paris Texas ont joué avec Lynch et Harry Dean Stanton a clôturé sa vie de cinéma avec Lynch aussi, et je trouve ça beau. C'est pour ça que là je vais partir faire pipi parce que l'alcool ça donne envie de se purger. C'est ça. Je reviens. C'est un peu le problème de l'alcool. C'est pour ça que c'est très appréciable toute cette filmographie machin.
j'ai pas grand chose à meubler là. Quand je suis tout seul, je ne m'en sors pas beaucoup. Du coup, c'était un petit peu gênant d'être tout seul à animer. Mais bon, en tout cas, voilà, Cowboy Bebop. Allez, regardez, intéressez-vous à cette série et aux autres séries qu'on va brièvement présenter dans la demi-heure qui va clôturer bien ce live dédié à Cowboy Bebop. C'était vraiment cool. Enfin, c'est pas encore la fin, mais en tout cas, pour l'instant, c'est très très bien. C'est là qu'on se rend compte que 2 heures, ça passe très rapidement. En tout cas, voilà, donc on va pouvoir passer aux autres. Donc, salut, Barjouet. On est des gloutons Barjouet. On est des gloutons Barjouet. Bob l'éponge, un jour, on en parlera parce qu'on peut trouver des choses aussi pertinentes dans Bob l'éponge que dans Paris Texas, et c'est merveilleux le cinéma quand même. Oui, si, tout à fait joli. Ah, d'ailleurs, on fera certainement aussi un live peut-être sur cette série, mais peut-être un peu moins long, mais c'est... je pense que je pourrais tenir 2 heures. C'est Neon Genesis Evangelion. Cette série mérite aussi complètement un live dessus. Alors, peut-être pas la vénérer, mais... Tout à fait. On aura bien l'occasion, on pourra parler aussi de Matrix, on pourra parler des films d'horreur, de Tarantino. Ça serait marrant de faire un épisode sur Tarantino. Enfin, un épisode. Ou des 2 Blade Runner, voilà. De Cronenberg. De Cronenbourg. De Cronenbourg. Mais oui, aussi, donc Evangelion, Neon Genesis Evangelion, si vous voulez. Si vous connaissez pas, et j'ai bien dit si vous ne connaissez pas. Mais aussi pour Evangelion, il y a. Alors là, c'est Robin Williams, à chaque fois je confonds avec le chanteur de merde, enfin bref. Il y a un film qui s'appelle One Hour Photo. Il parle de Neon Genesis Evangelion. Parce que Robin Williams était fan de cette série, de l'animé. Je trouve ça cool aussi, c'est que Le Monde a fait un article sur... Kemlox, mais Le Monde aussi a fait un article sur Cowboy Bebop. Et ça fait super étrange, Le Monde, le journal qui parle de Cowboy Bebop, quoi. Donc, est-ce que c'est un film de niche? Est-ce que c'est un film culte? C'est un film culte pour les gens de niche, voilà. Je sais pas. C'est tout. En tout cas, voilà. C'est quand même connu, comme pour Evangelion, comme pour des films cultes. Même si je pense pas que ça touche tout le monde. Ah, ça touche. Je pense pour Cowboy Bebop, tu peux être plus sensible par rapport à la musique parce que ça traite, etc. Evangelion, c'est un peu plus radical. Ah, Evangelion, on pourra aussi faire un autre live dessus parce que c'est aussi de la SF, mais c'est pas le même genre de SF. Hein. C'est pas la même façon de traiter en fait. Il y a des thématiques différentes et aussi très similaires, mais c'est voilà, traitement de l'image, traitement d'univers qui est complètement différent. On en parlera au pire. Aussi. Voilà, des personnages aussi. On verra ça, mais je pense que ça peut être très, très intéressant, Gaëc, de faire sur Evangelion. En tout cas, c'est très intéressant de parler de cette série parce que ça surprend aussi. N'empêche que juste avec le personnage principal, c'est pas ce que t'attends. Ah, complètement. C'est super intéressant, je trouve. Donc, on verra ça au fur et à mesure de là. En tout cas, ce que je voulais, donc on va pouvoir passer pour clôturer. Et bien sur les 2 autres séries, parce que on a pris 1h15 à parler d'une. On va passer à Samurai Champloo. Ah oui, je voulais dire une chose aussi. Samurai Champloo, Cowboy Bebop, Space Dandy en VF. Voilà, la VO, j'ai rien contre la VO, c'est juste que je trouve que c'est beaucoup plus nuancé. En plus, la voix de Yann Pichon pour Spike, je trouve beaucoup plus nuancé, beaucoup plus varié que la VO, la voix japonaise, je les trouve tous très très constants, très très monotones. Bah, je sais pas si Enfin, toi t'as écouté. Moi je le trouve beaucoup plus proche de la série Cowboy Bebop en français que en VO. Apparemment la version anglaise, il y a comment dire, le réalisateur qui préfère en version anglaise parce que ça trace complètement cet esprit-là américain en fait. Tout dépend. J'ai envie de dire. Tout dépend dans le sens où si vous avez envie de le voir en VF, regardez en VF. Si vous avez envie de le voir en VO. Non. Comme les gens qui veulent. Les gens font en VF. Bande de cons. C'est bande de salopards. Mais en tout cas, on va pouvoir passer à Samurai Champloo. Alors, est-ce que tu peux nous parler, tu peux présenter les animés, donc vas-y.
présente-nous Samurai Champloo. Pas trop, je sais pas. Donc, Samurai Champloo est sorti en 2004, produit par une boîte qui a fait faillite, je crois, je m'en rappelle plus trop. C'est la boîte qui a produit Happy Tree Friends, si je dis pas de conneries. What the fuck. Et là, je m'avance un peu trop. Tu peux faire une recherche sur la boîte de production qui a fait Samurai Champloo. Vas-y, en attendant, présente. Bref, du coup, je vous raconte le pitch. Donc, ça parle de Fou. Elle est folle. Donc, Fou, en fait, c'est une jeune fille qui est à la recherche d'un samouraï qui sent le tournesol. Et là, on se pose quelques minutes et on se dit, est-ce qu'un tournesol, c'est une odeur? La réponse est non. La réponse est non. Ça veut aucune odeur. Du coup, c'est absurde. Du coup, c'est une quête sans fin aussi, et on retrouve les mêmes sujets que traite Watanabe, mais différemment. Là, Cowboy Bebop, c'est très ancré dans le film noir, dans le bebop, donc un genre du jazz, dans le film noir, etc. Samurai Champloo, c'est plus tout ce qui est hip-hop, rap, et les envolées lyriques, c'est des putains, fils de pute, salopes, etc. Il n'y a plus de beaux verbes, voyez-vous. C'est très très ancré dans le wesh, les tags et tout. Et même si en fait tu peux être très très réticent sur la forme en fait, bah putain de merde, c'est exactement comme Cowboy Bebop, tu voyages avec eux. Et la trame principale, c'est le premier épisode au dernier, c'est une série anthologique aussi. Et c'est purement génial. J'ai regardé Samurai Champloo il y a 2 ans, et chaque dialogue d'un personnage qui s'appelle Mugen, c'est un samouraï assez désinvolte. Je me refais moi-même les dialogues, parce que j'adore la VF et tout. Même, là, comment dire, là c'est purement comment dire, intuitif. C'est putain de merde. Le premier épisode déjà je le trouve super culte, comme tous les épisodes. Pour le coup, juste petit aparté, la VF de Cowboy Bebop et des trois séries, mais de Watanabe, mais j'avoue que Samurai Champloo, je trouve, c'est celle qui, je trouve, convient le mieux. Parce que j'ai même pas d'argument en fait, c'est vraiment, elle convient vraiment très bien. Non mais j'avoue. Du coup là il est 40, il reste 20 minutes, bah ça sera aucun argument, là franchement ça sera plus. Ah oui non, là c'est de la présentation, non la VF est vraiment cool, les scènes de combat, parce que je sais pas si tu vois le live, mais voilà, il y a des images, mais oui je vois. Voilà le live, rien que les scènes de combat, l'animation de façon Watanabe, t'as cette fluidité à la fois, cette fluidité, ce côté assez sec. Hugo, le studio qui produit ça, c'était Manglobe. Ouais, Manglobe, ouais. Ça, non Manglobe. Et Manglobe, c'est produit aussi Happy Tree Friends. Ça produit toujours. Peut-être, oui. Ah oui, aussi pour un autre Camoulox, si vous voulez, Glénat produit les mangas Berserk. Et Glénat, c'est aussi Teuf. Donc, gros Camoulox. C'est un peu. Après, oui, du coup, l'histoire, j'avais pas fini, du coup, ouais, c'est un peu frustrant quand une personne commence un truc et je le finis pas. Bref, du coup, c'est l'histoire de Fou qui recherche un samouraï qui sent le tournesol, qui va essayer d'amitié avec Mugen et Jin. Ces 2 samouraïs qui sont complètement à l'antipode de ce qu'est un samouraï. Ouais. Mugen, c'est un samouraï complètement désinvolte et qui est complètement illettré. C'est un vrai cassos en fait. C'est un vrai con. Et Jin, c'est plutôt le samouraï très froid, très droit. Ah, c'est le loup solitaire, froid et très énigmatique en fait. Donc, Jin, il porte du bleu, Mugen le rouge. Voilà. Voilà. Puis même ça fait pareil comme dans Cowboy Bebop, ça fait beaucoup référence à la culture hip-hop skateuse et rap de toute façon c'est complètement ça, parce que même les transitions c'est du rap, même la musique qui a été faite par plusieurs rappeurs et beatmakers japonais, enfin bref. Il y a plusieurs, comment dire, il n'y a pas plusieurs anachronismes, mais il y a en fait, la série est anachronique, mais volontairement, c'est complètement volontaire. C'est volontaire. Oui, dès le début, dès le premier épisode, ils disent bon, en fait, là, on s'est trompé, ils rembobinaient pour aller à l'époque Edo. C'est, comment dire, une époque très très culte, très très ancrée dans la culture japonaise, mais aussi un peu extérieure. La période Edo, c'est la période des samouraïs en fait. C'est très 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 dans un passé lointain. Oui, c'est ça. Ça prend un anachronisme avec juste le parler, avec aussi les traditions et les musiques. Et voilà quoi, en fait ça fait un pot pourri, comme pour Cowboy Bebop,
Et ça marche. C'est juste la forme qui change en fait. Vous avez la même série avec la forme qui change. C'est ça. Et pour Space Dandy, c'est pareil. Et on reconnaît la réalisation de Watanabe. Il n'y a pas vraiment de réalisation en fait. Enfin, je reconnais plus par ses transitions. Par les transitions, en fait, un épisode pour la télé, elle doit s'arrêter au bout de 12 minutes pour passer des pubs. Et tu le mets des transitions, des images. Et les transitions de Watanabe, tu reconnais que c'est Watanabe quoi. Enfin, quand même, il y a les dessins, et il y a même les dessins qui sont. Excuse-moi, je finis, ensuite je te laisse. Il y a aussi il y a aussi pour les séries en fait. Pour les séries, pour introduire les personnages, pour un film, une scène d'exposition c'est 30 minutes à peu près. Pour une série, c'est 6 épisodes pour établir les personnages, l'univers, les enjeux, etc. mon cul. Et au-delà des 6 épisodes, c'est 6, 5, 7. Tu t'en fous, mais c'est une moyenne, connard. Donc voilà. Donc il y a 6 épisodes pour placer l'univers, et ensuite tu peux t'émanciper, tu peux raconter l'histoire. Et Samurai Champloo, Cowboy Bebop, Evangelion, Fringe, Ma sorcière bien-aimée, bref, Friends, ça reprend le même principe. Je suppose Friends c'est très anthologique, donc les épisodes sont très indépendants, mais grossièrement t'as 6 épisodes, Prison Break, pour établir ce que sont les personnages, et ensuite raconter ce que c'est l'histoire. À vous, monsieur Doré. Non, je voulais dire, voilà, Samurai Champloo, c'est volontairement acronyque, machin. C'est une très bonne série qui parcourt aussi toutes les thématiques que Watanabe, ils sont chers. Donc si vous voulez de la culture, là, si vous voulez de la musique hip-hop dans un univers chevaleresque, c'est parfait. C'est aussi que ça qui est très drôle avec Watanabe, c'est qu'il dépeint les mêmes choses, mais il mélange des trucs parfaitement opposés, genre la SF et le film noir et le blues. Après, tu vois, il y avait un mec qui faisait des films, c'est peut-être Truffaut, hein, je sais plus trop. Non, je crois que c'est... j'ai plus le nom, enfin bon, on s'en fout. Un mec qui disait qu'on fait toujours les mêmes films, en fait. Un auteur fait toujours le même film, et c'est vrai avec Watanabe. C'est vrai avec Gilliam, c'est vrai avec Sam Raimi, c'est vrai avec n'importe quel auteur, en fait. Même Truffaut lui-même. Tu fais toujours le même film, en fait, avec quelques variantes. Mais le cœur du truc, ça reste le même film. C'est là où on s'aperçoit que Champloo, c'est Cowboy Bebop en fait. C'est là quand même qu'on s'aperçoit que même les personnages de Mugen et de Spike sont très ressemblants, que ce soit physiquement très liés, et psychologiquement et philosophiquement. Donc, et au niveau des cheveux aussi. Oui, complètement des cheveux. D'ailleurs, Mugen ressemble beaucoup à son créateur. Ça paraît pas, mais il ressemble beaucoup à son créateur, Watanabe. Bref, voilà, Samurai Champloo. J'essaye de m'inspirer de lui, tu vois. Je m'inspire de lui, évidemment. C'est de caresser l'espoir d'avoir une grosse touffe, mais tant pis. Mais regardez, c'est impossible. Et finalement, la dernière série. Space Dandy. Alors, le Fossoyeur avait dit qu'il aimait pas trop Space Dandy. Et est-ce que tu peux me définir ce que c'est un dandy en fait? Techniquement, un dandy. C'est quoi un dandy en fait? Techniquement, c'est très très ancré dans la culture anglophone. C'est ça. En fait, techniquement, un dandy, c'est un homme, c'est un gentleman en fait. C'est un dandy, c'est quelqu'un qui est soigné, qui est assez coquet. Non, mais qui est soigné, qui est coquet, qui est plutôt raffiné, qui a des goûts raffinés, machin. Donc, alors, ça contraste. Spoiler, c'est pas du tout ça. Alors, c'est pas du tout ça. Non. Le personnage de Dandy, dans Space Dandy, c'est pas un dandy. C'est pas un dandy. D'ailleurs, Space Dandy, si on devait. Moi, si je devais. C'est le mot-clé pour moi, Space Dandy, c'est parodie. Parce que pour moi, c'est une grosse parodie de la SF la plus pulp, inspirée du pulp des années 60 aux Albator et autres Ulysse 31, déjà issus des grands maîtres du passé. Encore une fois. Sauf que Space Dandy, pour moi, c'est vraiment ses points forts. Et c'est là où je trouve le génie de Watanabe qui arrive à conclure, à revenir, plutôt à revenir, parce qu'il a pris 10 ans. Ça, c'était 10 ans après Samurai Champloo. Quand même. C'est. Rien que ça. C'est. Vous voyez, en fait, on a pas besoin de parler des heures. Vous voyez l'image. C'est flash. C'est pulp, quoi. Ça reprend les codes du pulp. Complètement. C'est magnifique. Oui, non, c'est très. Et pour moi, c'est ses principaux atouts. Enfin, atouts. Ouais, vraiment truc. C'est déjà. C'est graphique, je trouve. C'est ses graphismes. Ça paraît pas, mais ils sont encore plus inventifs que le. Enfin, plus inventifs. C'est encore autre chose. Voilà. Il y a la patte de Watanabe, mais là qui encore rend hommage et utilise aussi beaucoup le. En fait. pulp.
voyez, Space Ouais, Dandy, c'est une série anthologique, mais expérimentale aussi. Genre c'est assez l'animation, expérimental, ouais. c'est en fait chaque épisode, c'est une série à part entière. En fait, c'est un épisode. justement, voilà. En fait, chaque épisode, c'est un épisode pilote de série expérimentale. C'est ça. C'est fou. Et En fait, un mais c'est épisode vraiment avec dingue. des plantes qui font de la musique. Ouais. L'animation, elle est très très fluide, très très. Ah, elle est hyper, très, ouais. très Ah ouais, malléable. là, c'est très 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 bizarre. Et tout ça, bah, il y a son humour aussi. Et là, Space Dandy, il y a un épisode. Mais c'est ça qui est assez dingue, c'est-à-dire que quand tu vois tous les épisodes, t'as l'impression ils ont plus ou moins un lien. Mais comme Cowboy Bebop, il y a un pitch de base, comme quoi pareil, c'est une équipe dans un vaisseau spatial qui galère, qui crève de faim, qui essaie d'attraper des aliens, lol, pour gagner leur croûte. Chasseur de primes. Chasseur de primes, complètement. Et sauf que Dandy, Mais ils sont tout tous, comme ses congénères, je crois qu'ils sont tous, oui, il a je il a cette espèce de balécouillisme, même si je déteste utiliser ce terme, mais il a ce balécouillisme il veut vivre en fait, c'est l'archétype du mec qui veut vivre. C'est un bon vivant, Space Dandy, il aime le cul. D'ailleurs, même le premier épisode, ça commence par tu sais ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est quoi le truc le plus beau, c'est le paire de cul. C'est la première chose du premier épisode. Il a raison. Et il a raison. et ça tourne tout autour ça tourne de plein de choses liées à la vie et liées au pulp des années, le pulp spatial. Et avec l'humour, et tous les épisodes, vraiment, mais tous, chacun, j'ai pas encore vu les derniers épisodes, mais tous les épisodes, c'est vraiment, mais t'as l'impression que c'est une expérience métaphysique, vraiment. T'as en fait, des symboles métaphysiques, c'est Je dingue. vais plutôt parler de l'histoire, comme ça vous serez pas trop perdu, parce qu'on a un peu balancé ça. Bah ouais, parce volée. qu'il Bref, reste pas trop grossièrement, en longtemps. fait, ça parle du Space Dandy, du Dandy de l'espace. Bah Dandy de l'espace. Parce que justement, ils font un jeu de mots dans l'introduction de chaque épisode. Enfin bref. Donc en fait, ça parle de Space Dandy qui a un équipage et qui va voguer pour éviter de plus penser au vide de l'existence. Sauf que, à l'instar de Spike et de Mugen, qui sont dans une manière assez froide, assez bleue de voir la manière de traiter la non-existence, en fait. Space Dandy, c'est le mec qui doit se divertir à chaque seconde avec des nichons, avec du pulp, des trucs flashy, etc. C'est ça. Comme pour nous, en fait, ça fait un parallèle avec nous, spectateurs, on doit être complètement divertis, parce que dès qu'on se pose le moindre fantomètre ou la moindre milliseconde sur ce que c'est existence, sur ce qu'est être vivant, sur ce qu'est être soi-même, là, Dandy il est complètement déprimé et ouais, il est à la dérive. Et en fait, les derniers épisodes, ça justifie le fait que dès le premier épisode, Space Dandy il crève. Voilà, il décède. Le personnage principal meurt. Alors, dans une narration, tu fais pas tuer ton personnage principal dès le premier épisode parce que t'arrêtes la série. Sauf que les derniers épisodes, en fait, ça met en œuvre les univers parallèles, en fait. Chaque épisode, vous avez vu le retour vers Future 2, en fait, Doc, il a plusieurs lignes de temps avec années 50 et 60, bref, mon cul. Chaque épisode, en fait, ça crée une timeline différente, et le Dandy du premier épisode, il vit sa vie, il crève. Le second, c'est plus le Space Dandy du premier épisode. Ça reste dans la même essence, ça reste le même mec, mais il y a plusieurs choix, en fait, de vie. Et comme pour Mister Nobody avec Jared Leto, si vous l'avez vu. Il y a le mec, en fait, avec tous ses choix, toutes ses possibilités de faire des choses, il aurait pu devenir un homme différent. Space Dandy, c'est ça, en fait. Et il y a plusieurs Space Dandy de plusieurs univers parallèles. Et c'est absolument génial parce qu'il peut se permettre beaucoup de choses. Rien que pour le premier épisode, il crève, quoi. C'est génial. Tiens, il y a un épisode sur, il y a un épisode sur les zombies, l'épisode 4 ou 5. C'est parfait parce que là, pareil, tu passes sur la transition du truc zombie. La vidéo qui suit, c'est Dawn of the Dead. Non, mais je te jure, tu dis, il y a un épisode qui parle de zombies, paf, la vidéo que j'ai fini pour présenter Space Dandy, c'est des extraits de l'épisode où il y a des zombies. Et ça, c'est génial. Il est génial. En plus, ça fait référence au film de Romero, de George Romero. Même à la fin, même le truc de fin, c'est écrit, réalisé par Romero. Petit hommage. Et je pensais que c'était vrai, mais. Ça aurait été magnifique, mais bon. Ça aurait été. Ça aurait été magnifique. Mais c'est génial parce que la VF, pardon, non, pas la VF, le narrateur qui accompagne toujours les épisodes, etc. Enfin, quasiment tout le temps en tout cas. Sur l'épisode du zombie, il arrête pas un moment de faire une éloge sur la vie, sur comment ils sont devenus zombies.
voilà, on aurait pu, genre c'est la fin, c'est bon, ils sont contaminés. Déjà, ils le sont, mais ils le sont. Et ils le restent. Et il y a une espèce d'acceptation une acceptation de ça. C'est génial. Et c'est génial parce que et tout l'humour va jouer ensuite sur ça parce que tu vois, il explique qu'un zombie, il n'est pas méprisé de la société, que lui aussi il a un cœur et qu'il peut, il peut exprimer aussi des émotions. Enfin, je trouve ça génial parce que juste comment tu traites le zombie, c'est une personne à part entière, il faut pas le juger par son apparence. C'est génial. Ça a jamais ou très peu fait. C'est ça. Tu vois, ça prend les codes, ça prend les trucs très 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 linéaires, tu vois, tu peux pas être surpris. Ça les brise de ton cul. Genre le narrateur normalement il est externe à la narration, genre il raconte, il est plutôt omniprésent, tu vois. Il est nous spectateurs, il est comme nous spectateurs, tu vois. Mais par contre, à un moment, dans l'épisode de zombie, il se fait mordre par un zombie et il devient un zombie. Genre, à la fin, oui, c'est à la fin, oui. Justement, tu vois, il fait. Putain. Et il nous retrouve un zombie, et sa voix elle change comme ça et ça devient un zombie. C'est génial, ça fait génial. Enfin, en tout cas, le rapport est très. Ouais. Ouais, voilà. La galaxie entière est devenue un zombie, en fait, il n'y a plus aucun espoir. Et dans cette réalité, dans cet univers parallèle, toute forme de vie a été décimée, entre guillemets. Il n'y a que des morts vivants. Et aussi à la fin de la série, on se rend compte que le narrateur c'est un personnage à part entière. Enfin bref, il y a plein de trucs super. Et le dernier épisode, alors là c'est une apothéose d'absurde, etc. quoi. Parce que Space Dandy, vu qu'il se rend compte que l'existence c'est juste un jeu et tu peux juste crever et recommencer ta vie, il n'y a aucun intérêt à vivre, à se battre, à se dominer en fait. Et vous voyez, il y a plusieurs manières de traiter le vide de l'existence. Et ça, Space Dandy, c'est la version la plus délirante, la plus absurde. Albert Camus, j'ose dire. Allons-y. Allons-y, disons-le. C'est génial avec cette scène où il vante les mérites et le grand mérite du lait. Enfin, c'est génial. C'est vraiment, regardez-le. Et ses gueules, putain, mais ses gueules. D'ailleurs, petite chose aussi drôle, c'est que le personnage là qui ressemble à un chat, ce qui est très drôle, et ça spoil rien, mais il rencontre Dandy le rencontre. Et à un moment il fait tu ressembles à un chat, on va t'appeler Miaou. Voilà. Voilà. Bon, moi je trouve ça très drôle, mais surtout comment le film, la scène est amenée, genre tu ressembles à un chat, tu vas t'appeler Miaou. Voilà. Il n'y a pas plus équivoque. Et encore Space Dandy, c'est vraiment un épisode. Là encore Space Dandy, je peux regarder les épisodes encore et encore quand tu veux. Ah ouais. Parce que là c'est fun, c'est rythmé. Ah, c'est très rigolo, franchement. C'est excellent. Je vous dis, il y a tout pour moi. Je dirais pas que c'est la meilleure, mais c'est celle qui démontre, c'est pas qui démontre bien, mais c'est la plus marrante dans le sens où tu rigoles quasiment dans tous les épisodes, et t'as un univers graphique qui est très SF mais pulp, donc qui est très rigolo et très quand même très coloré, machin, très flashy, et en même temps mais je vous dis des moments de métaphysique mais réels, quoi. Vraiment ça te pousse à des réflexions mais qui sont enrobées dans une forme tellement pulp que ça en devient marrant, quoi. Et donc il y a de l'humour et de la réflexion, donc il y avait aussi un épisode très très marqué sur il y a beaucoup de déconnes, etc. Pipi caca boobs cul. Ça parle aussi de questions philosophiques, comme Watanabe l'a traité avant. Il y a un épisode où Dandy est tombée amoureuse. En fait, quand je parlais des univers parallèles, c'est très très cohérent et pertinent plutôt. Mais il y a aussi une notion de dimension. Space Dandy, il est en 3 dimensions. Il est sorti avec une créature en 4 dimensions. Ah oui. Et la 4 dimensions est sortie avec un personnage en 1 dimension. Du coup, en fait, c'est un amour. Il y a un humour parce que c'est rigolo, c'est pulp, le cul, etc. bite. Mais aussi super tragique. Parce que la 4e dimension n'a pas de notion d'espace et de temps. Du coup, elle voit Dandy dans toutes ses vies parallèles qu'elle a eues, et Dandy ne peut jamais voir complètement ce qu'est la femme qu'il aimait. Enfin, vous voyez, même si ça traite légèrement de sujets tristes, comme l'isolement, avec un épisode sur un mec qui crée des pâtes chinoises, qui est dans un autre univers. Oui. Du coup, il envoie les pâtes, et le mec est profondément seul. C'est triste, il y a un plan très très baf, mais c'est ça le génie, franchement. Il y a un plan très très baf de lui, seul, perdu dans le cadre, qui fait ses nouilles, et c'est absurde, c'est triste, je trouve que c'est triste, c'est incroyable. Il y a une... Pareil, on revient sur la mélancolie, machin, sauf qu'elle est vraiment, mais... Et puis même, je trouve, tu vois, pour finir, graphiquement, elle est même, au-delà d'être hommage et flashy et coloré, machin, il y a encore quelque chose d'autre, quoi. Pour le coup, là, ça va être dans l'utilisation des créatures, machin, des extraterrestres, etc. Donc voilà. Bon, écoute, il est 23h57, à moins que tu avais quelque chose à conclure sur cette série.
Ouais, aussi, ça traite que les aliens, les étrangers, ils sont pas si différents que toi parce que on traite, enfin comment dire, on est tous sujets à la solitude. Moi, après ce live, il va avoir un gros vide, je vais jouer à un jeu et essayer de pas trop penser au vide de l'existence et au void. Enter the Void, bref. Enter the Void d'ailleurs, putain, c'est comme dans la peau de John Malkovich, mais en plus perché, hein, vraiment. Oui, je suis encore là, t'as John Malkovich, t'as quelques repères, t'es comment dire, à échelle humaine, t'as des personnages bien identifiables et tout. Enter the Void, juste la caméra qui flotte fantôme, c'est très très perturbant. À la fin du film, t'es ok, bon ok. Ok. Enfin, voilà quoi. Donc ces 3 séries, regardez-les absolument. Voilà, c'est un ordre. Si vous voulez découvrir un autre univers, une autre manière de traiter le cinéma, qui est plutôt sympa, qui est plutôt charmant. C'est ça. En tout cas, c'était tout simplement Guéric et Hugo parler de Watanabe. Alors, tu vois là pour le coup, je suis très content d'avoir enregistré parce que je te jure que graphiquement, comment c'est présenté et comment on s'en sort, on a dit tout ce qu'on voulait. Plutôt pas mal. Donc franchement, et du coup, t'auras une 59. On est dans les temps. Voilà, je vais mettre une petite musique de fin quand même. Oh, est-ce que tu peux finir sur la musique de Cowboy Bebop Butterfly? Parce qu'elle est... J'y pensais. Tu as lu dans mon esprit. Butterfly, désolé. C'était dégueulasse. Allez. Jamais je ne te pardonnerai. On se finit sur Butterfly. En tout cas, bonne soirée, prenez soin de vous et allez voir des films. Et j'ai peur d'être Vandal, mais en fait, je pense que je vais faire tous les vidéastes et après, je pourrais plus rien faire en fait. C'est ça. Enfin bref. Et d'ailleurs, c'est la vie. Si vous voulez la musique de Cowboy Bebop, tout est sur internet, tout est sur YouTube, vous avez quasiment toutes les musiques. Et vous pouvez bien tirer pirate. Il y avait aussi Truffaut, parce que Truffaut, j'adore son cinéma et tout. Et Truffaut va dire un moment dans La Nuit américaine, pas la classe américaine, j'adore la classe américaine, mais c'est pas de Truffaut, enfin bref. J'ai glissé un peu la classe américaine parce qu'il est trop bien ce film, c'est un peu comme Space Dandy, enfin bref, qui est trop cool. Et Truffaut avait dit un moment dans La Nuit américaine, le cinéma c'est comme un train. Ça va tranquillement en fait. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin de toute la bêtise de l'homme pour freiner le cinéma. Le cinéma c'est plus grand que tout. Le cinéma c'est la vie. Oui. Et on essaye de propager la bonne parole en tant que mec qui vit dans une secte. Et c'est illégal en France, mais complètement. En tout cas, voilà. Bon bah écoute, c'était magnifique. Je mets la musique à fond. C'est une très bonne soirée. Je laisse un petit peu quand même, tout de même, Butterfly parce que Butterfly quoi. Je te demanderai juste Guéric si tu peux de couper ton son de micro juste après, histoire de laisser quelques minutes, ne serait-ce que quelques minutes de Butterfly pour la fin, comme ça au moins sur la vidéo que je uploaderai cette fois-ci celle-là aussi parce que je te jure qu'elle est vraiment bien. Enfin, je pense, hein, en tout cas. Enfin bref, trêve de sujet. Tout à fait. Musique et bonne musique. Ouais. Tu peux prendre le live si tu veux. Tu peux regarder ça sur le live si tu veux. Sur ton portable en coupant ton micro. Merci. Oui.
is mine, but who